C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagé entre doute, satisfaction, regret et galère, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. And very often, if you're permitted to follow your idea all the way through, you find that it is right. You find that your instinct is usually good. Pour ce 19e numéro de Dédale, nous recevons Guy Roger Duvert, un compositeur et réalisateur de musique de film. Guy Roger fait des études à Sciences Po, puis à l'ESSEC, pour démarrer une carrière professionnelle dans la finance. Assez vite, il se lasse et tente sa chance dans la composition de musique de film, un rêve de jeunesse. C'est avec un certain culot que Guy Roger tente sa chance à Los Angeles. Son pari est gagnant, il décroche des contrats et travaillera notamment pour Disney. En 2013, il produit et réalise en France son second court-métrage, Cassandra. Un projet ambitieux qui lui permet de se faire remarquer en festival en obtenant plus de 100 sélections et une 50aine de récompenses. Paradoxalement, Guy Roger ne trouvera pas de producteur pour en faire une version longue et se résoudra à autoproduire son premier long-métrage, Virtual Revolution. À mi-chemin entre Blade Runner, Matrix et Avalon, Virtual Revolution est un long-métrage visuellement ambitieux à tout petit budget. Guy Roger nous livre ses secrets qui lui ont permis de produire et réaliser un film de SF pour moins d'1 million d'euros. Écoutons l'histoire de Virtual Revolution. Bonjour Flav. Salut Jules. Bonjour Guy Roger. Hello. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler merci de me recevoir. On va parler ensemble de Virtual Revolution que tu as réalisé donc en 2016. Il est sorti en 2016, on l'a tourné en 2015. Ok. Bon, le film coche à peu près toutes les cases de notre ligne éditoriale. Film de SF, petit budget. Ah ouais. Et il a l'air d'avoir coûté plus que ce qu'il a vraiment coûté. Voilà, visuellement, c'est vrai qu'il annonce quand même pas mal de choses. Donc, on va parler un peu de tout ça. Tu peux nous dire d'où tu viens ? Ouais. Je suis à la base un pur parigot, originaire au niveau de la famille plutôt Auvergne-Limousin. Donc voilà, changement de truc. Je viens au départ. J'ai commencé dans le business en tant que compositeur de musique de film. Et c'est ce que je fais d'ailleurs toujours. Maintenant, en gros, j'ai plusieurs activités, mais la première historique, c'est compositeur de musique de film. Donc, j'ai scoré à peu près une demi-douzaine de longs métrages. J'ai fourni aussi des musiques pour des bandes annonces de films. Là, je suis allé sur des gros trucs. Avant de parler de musique, ouais. On va recentrer. Nos sources nous ont indiqué une école plutôt Sciences Po. Est-ce que c'est Sciences Po et ESSEC, ouais. Voilà, et ESSEC. Est-ce que du coup, la question que je me suis posée, moi, c'est comment t'as basculé de Sciences Po à la composition. Ah oui, ça. Alors en fait, au départ, il y a eu déjà une première bascule entre Sciences Po et ESSEC, puisque Sciences Po c'est plutôt public, fonctionnaire, etc. Alors que ESSEC c'est plutôt business, privé. Et en fait, je suivais les études plus par intérêt pour les cours, mais en n'ayant aucune idée de ce que j'avais envie de faire après. Et donc j'ai commencé à bosser dans la finance. Donc j'ai eu quelques années en costard-cravate, bien rasé tous les matins avec la petite cravate et tout, voilà. Ce qui me correspondait pas du tout, qui était pas inintéressant, mais voilà, qui me correspondait pas du tout. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et en fait, moi, je composais depuis un peu, pas tout le temps, mais depuis même ado. Et il y avait ce fantasme de faire un jour des musiques de film. Mais c'était un fantasme. En fait, j'envisageais pas que ça puisse être possible. Et en fait, à partir du moment où, là, j'étais plus que sur le marché du travail, en train de bosser. En fait, j'étais au Maroc pendant 2 ans. Puis j'ai fait partie des tout derniers à connaître la coopération. La coopération à l'époque, c'est que le service militaire était obligatoire. Et on pouvait ne pas faire le service militaire et à la place, on bossait soit pour l'État français, soit pour une entreprise française à l'étranger. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis parti au Maroc, à Casablanca et à Rabat, et dans la finance. Puis c'est là-bas où j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Ils ont remplacé par de la finance, c'est ça ? Donc. Ouais. Ah oui, donc j'ai pas fait mes... Oui, t'étais pas en classe, t'as pas fait des classes, mais. Non, et c'était par l'État ? Ah oui, c'était géré par l'État en fait. En fait, t'avais plein de gens. En fait, t'avais 3 grandes tendances. T'avais ceux qui
faisaient leur service militaire. Donc là, ils se retrouvaient dans un camp militaire et puis ils faisaient leur entraînement, tout ça, voilà, et ça durait 10 mois. Tu avais ceux qui étaient les objecteurs de conscience. Donc ils disaient non, moi c'est contre mes valeurs, et donc ils se retrouvaient dans je sais pas trop quelle administration en France. Et il y avait une troisième voie qui était la coopération. Et c'était un choix, n'importe qui avait le droit de faire ça. Et donc ça veut dire que tu faisais pas du tout ton entraînement militaire, mais en revanche tu servais quand même l'État français directement ou indirectement en bossant pour pas cher du tout. Voilà, soit pour l'État français, soit pour des entreprises françaises. Et donc c'était intéressant. Moi, je m'étais retrouvé au Maroc à bosser sur des projets de construction de routes, d'irrigation, de trucs comme ça. Donc intellectuellement, c'était intéressant. Mais après, voilà, moi, c'était pas assez. Je me souviens, j'avais une réflexion qui était toute bête, c'est que si tu es à un poste et soit tu prends pas un kiff absolu dans ce poste, soit t'as pas envie de prendre la place de ton boss, c'est que t'es pas au bon endroit. Et voilà, parce que ça veut dire que ce que tu fais ne te correspond pas, et même en évoluant, ça sera pas mieux. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je vais faire, et c'est là où musique de film, pourquoi pas. Et donc quand je suis rentré, je me suis pris un job de consultant en recrutement pendant 1 an, histoire de me foutre un peu d'argent de côté et puis de rencontrer des gens. Moi, c'est un milieu que je suis pas du tout de ce milieu à la base. Hein. Mon père, c'était un contrôleur de gestion dans l'automobile, et ma mère, c'était une assistante de direction dans l'import-export. Donc, rien à voir avec l'audiovisuel, multimédia, tout ça. Et donc, il fallait que je rencontre des gens, que je me renseigne un peu, savoir comment ça se passe, lire 2-3 bouquins, et voilà, me préparer un peu. Puis 1 an plus tard, hop, je me suis lancé. Et d'ailleurs, avec un réflexe très école de commerce, puisque je me suis dit, tiens, on va se faire son petit business plan. Voilà. Donc, la première année, je vais toucher 0. La deuxième année, je vais toucher un demi-SMIC. La troisième année, je vais toucher un SMIC. La quatrième année, un SMIC et demi. Voilà, on fait ça comme ça. Alors là où j'avais raison, c'était pour la première année. Mais après, ça s'est pas passé comme prévu. Et en fait, pendant quelques années, j'ai vraiment dû bouffer des pâtes parce que je gagnais au mieux, on va dire, 5 000 € par an, quoi. Donc c'est quand même dur. Et donc t'étais à temps plein dans cette activité. J'étais à temps plein là-dedans. Ce qui était un pari. Il y en a beaucoup qui font, je garde un job safe, et puis à côté, j'essaie. Voilà, moi, mon point de vue, c'était que si je fais le truc à moitié, j'avancerai jamais suffisamment vite. Donc, on tente le tout pour le tout. Et en fait, ce que je me suis rapidement rendu compte, c'est que même en vivotant comme ça et en gagnant pas grand-chose, je kiffais beaucoup plus que si j'étais dans une banque ou un truc comme ça. Donc pour le coup, j'avais aucun regret, je continuais, j'espérais bien finir par quand même réussir à croûter un peu mieux, mais voilà. Et en fait, il y a eu un changement la 6e année. Ah oui, 6 ans. Ouais, quand même. Ah ouais, non, il y a eu 5 ans de pâtes quand même. Et mais qu'est-ce qui t'a fait tenir? Parce que 5 ans, c'est quand même long. On peut passer par des phases de déprime. Oui, de déprime ou de découragement. En fait, il n'y a pas eu trop de découragement. Alors, je pense qu'il y a eu une part d'insouciance. C'est que, en fait, j'aimais ce que je faisais. Et donc, et je me rendais pas compte quelque part ça va être horrible à dire, mais quelque part de la petitesse des projets sur lesquels je bossais. Donc, je bossais sur des petits courts-métrages, sur des trucs comme ça. Et en fait, c'était ce que j'avais envie de faire. Donc, j'avais envie que ça monte. Mais donc, non, c'est pas à ce moment-là où il y a eu... il y a un moment où j'en ai morflé, ça a été quelques années plus tard. Mais là, non. Enfin, j'avais envie que ça monte. Mais pour moi, la question se posait pas. C'est je continue et voilà. Et donc, la 6e année, c'est passé directement de à peu près 5 000 boules par an à, on va dire, un petit salaire de cadre. Voilà. Donc, et puis après, chaque année, ça se baladait un peu. Donc voilà, cette année-là, j'avais pu mettre pas grand-chose de côté, mais au moins, je perdais pas d'argent. L'année d'après... Non, cette année-là, j'ai même pu mettre de l'argent de côté. L'année d'après, ça a été à l'équilibre. L'année d'après, mettre à nouveau un peu d'argent de côté. Donc, voilà, j'étais pas richissime, mais au moins, je vivais de mon activité, ce qui était le pied. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à passer à la réalisation. Donc, en fait, à force de faire des musiques pour des courts-métrages, j'ai dû faire quand même à peu près presque 50 courts-métrages au niveau musique. Ça fait beaucoup. Et donc, moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Quand j'étais étudiant, je faisais des jeux de rôle, je créais des univers, je créais des scénarios pour les joueurs, etc. Donc, justement, qu'est-ce qui t'inspirait quand tu étais justement enfant? Parce que tu disais que tu composais déjà un petit peu. Donc, qu'est-ce qui t'a plongé là-dedans?
J'ai toujours écouté des musiques de films. Bon, je pense déjà, il y a dû y avoir une influence de mon père, parce que mon père passe son temps, il écoute pas que ça, mais il écoute énormément d'Ennio Morricone. Donc, je pense que voilà, j'ai été bercé par du Ennio Morricone toute mon enfance. Donc ça a dû jouer. Après, moi j'étais un gros consommateur de films. Donc, quand il y avait des bonnes musiques, je les remarquais. Et voilà, puis après il y a eu des compositeurs qui m'ont particulièrement marqué et puis qui m'ont inspiré. Donc je vais citer en particulier Hans Zimmer, même si je sais que le gars est polémique. Mais voilà, et donc là, c'est le genre de musique que j'ai envie de composer. Et voilà. Après, tu dois t'adapter au projet sur lesquels tu bosses. Si tu fais une comédie romantique, tu vas pas faire un gros truc épique qui pète. Et donc pour le coup, vu que je me suis retrouvé sur des projets très 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 différents, je me suis retrouvé à faire des musiques très très différentes, quoi. Ce qui est sympa. C'était plus de la musique de film, j'allais dire. Là, tu citais Ennio Morricone, mais est-ce que tu avais aussi des compositeurs français qui t'interpellaient au niveau des musiques? Il y en a des bons, mais je pense qu'ils m'ont moins inspiré. J'aime beaucoup Delru, mais je pense pas qu'il m'ait inspiré plus que ça. Je suis ultra admiratif du travail de Cosma sur les comédies. Je considère que c'est très très rare des bonnes musiques de comédie, et même encore aujourd'hui, faut me citer une musique de comédie composée les 20 dernières années qui soit un poil intéressante et dont on se souvienne. Moi, j'ai rien qui me vienne en tête. Donc c'est souvent des petits pizzicato, des trucs comme ça. Ça marche très bien, mais c'est complètement générique. Et Cosma, non, pour le coup, ou Lefebvre, enfin des mecs comme ça, donc des années 70-80. Donc ça, c'est des Français qui étaient capables de faire des putains de musique de comédie dont on se souvient un demi-siècle après, quoi. Si on chantait la soupe aux choux, le grand blond avec une chaussure noire, des trucs comme ça, c'est des thèmes qui sont restés. Après, de plus récent, il y a des compositeurs tels que Bruno Coulet, que je trouve vachement intéressant, des mecs comme ça. Donc non, il y a des compositeurs français que j'aime beaucoup, mais je pense que j'étais beaucoup plus inspiré et marqué par des compositeurs hollywoodiens ou même asiatiques. D'accord. Genre Kenji Kawai, des mecs comme ça. Donc voilà, ouais, je pense, pour le coup, ouais, j'ai une inspiration qui est plus internationale là-dessus, je pense. Ok. Comment du coup tu te retrouves à développer Cassandra? Là on parle de ton premier cours en métrage. Alors, donc ce qui s'était passé, c'est que alors que voilà, je faisais mes musiques de film, à un moment je me suis dit tiens, j'ai envie de réaliser mon propre cours, et j'ai fait un premier cours, je sais plus exactement quand, 2005, 2006, un truc comme ça, et qui était à la fois assez beau, mais très raté. Donc il est visible nulle part. Mais donc ça a permis de me faire la main, et vu qu'il était assez beau, ça m'a ouvert des portes et j'ai pu commencer à tourner des films institutionnels. Donc j'ai pu me faire la main en tant que réal en bossant sur des films institutionnels. Donc les films institutionnels, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme des pubs, mais à part que ça passe pas à la télé, quoi. Ça va être par exemple sur internet ou à l'intérieur même d'entreprise, voilà, en interne, exactement. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, et en essayant de faire d'autres courts-métrages. Et à un moment, je me suis retrouvé à être sur 4 projets différents avec 4 boîtes de prod différents. C'était cool. Tu te dis, c'est sympa, il va se passer des choses. Il y a peut-être 1 ou 2 qui vont se casser la gueule parce que ça arrive, mais il y en a bien 2 ou 3 qui vont se faire. Sur les 4, il n'y en a aucun qui s'est fait. Oh, putain. Donc ça m'a vraiment gavé. Et là, je me suis dit, putain, si je dois attendre que les producteurs fassent leur taf, dans 10 ans, j'y suis encore. Donc on va complètement changer d'approche. Donc j'ai dit, ok, je touche plus à une caméra. Je me concentre sur la musique. Je me fais de la thune avec la musique. Et quand je me suis fait suffisamment de thune avec la musique, je reviens, je me produis. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis foutu à fond sur la musique. J'ai fini par m'installer à Los Angeles. Et puis finalement, l'argent a commencé à tomber. Et donc en 2013, là, je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant je peux tourner mon court-métrage. Et là, j'ai tourné Cassandra, que j'ai donc complètement, que j'ai produit. Bon, là, tu dis, tu t'es installé à Los Angeles. Il y a un shortcut magnifique là. Oui. Il y a Comment tu choisis Comment ça se passe? Tu connaissais déjà des gens là-bas? Je connaissais personne là-bas. D'accord. En plus. Non, alors en fait, alors effectivement, c'est pas inintéressant, parce que justement, ça fait allusion à ce que tu disais tout à l'heure sur les moments de flip ou de dépression. Il y a eu un moment qui a été assez dur pour moi, qui a été 2010. En fait, 2009. Donc c'était la 3e année où je vivais correctement du truc, voilà, sans que ce soit des milliers de cents, mais c'était bien. Et j'avais un carnet de commandes, mais qui était fabuleux. C'est que j'avais été contacté par Disney pour la musique de leur jeu vidéo Pirates des Caraïbes.
Incroyable. Ah ouais, non, c'était gigantesque. Dans le même temps, j'étais censé faire une trilogie de documentaires pour Arte sur l'espionnage de 45 à nos jours. Et je devais faire la musique d'un jeu vidéo PC assez gros, pas un triple A, mais un double A, pour une boîte finlandaise. Donc là, tu te dis, bah, yes, ça y est, ça démarre, ça. Et donc, je pars, je me prends des vacances en Thaïlande, j'en profite pour aller au mariage d'un pote qui se mariait là-bas. Et je passe 2-3 semaines là-bas, puis je rentre début janvier en France. Et là, en 3 semaines, j'ai tout perdu. Tous les contrats. Donc ça a été dur. Ça a été assez violent. Donc là, ce que je me suis dit, ceux qui réussissent dans le milieu, c'est ceux qui arrivent à gérer les creux. Donc on va faire le dos rond, puis on attend que ça passe. Et je fais le dos rond, j'attends, et j'ai rien, j'ai même pas un court-métrage non payé, en sachant que des courts-métrages non payés, j'en ai bouffé. Je disais, j'ai dû faire 45 ou 50 courts-métrages, il y en a peut-être 5 qui étaient payés. Oui. Donc voilà, j'avais rien. J'avais rien du tout. Donc c'était dur. Je me suis dit, bon, ok, on va attendre. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, je me suis pas fait les Stargate, on va se faire les Stargate. Donc Stargate, c'est 10 saisons de 24 épisodes chacun, d'1 heure chacun. Donc il y a quoi de tenir. Et c'est très bien, Stargate. Mais lorsque j'attaquais la saison 9, putain, mais ça serait bien que les choses bougent. Et rien ne bougeait. Donc là, non, psychologiquement, là, ça a été très dur. Et je me suis dit, faut absolument que je provoque un peu de truc. Surtout que bon, après voilà, on a tous des tempéraments différents, mais moi il y a des choses que je gère bien et il y a des choses qui me terrifient. Et il y a un truc qui me terrifie, c'est l'inaction, la passivité, de pas être en contrôle. J'aurais plutôt tendance à être d'être control freak, à vouloir avoir une main un peu sur tout et bien contrôler. Mais là, être complètement en passivité et subir, ça pour moi c'est terrible. Et donc voilà, fallait que je provoque quelque chose. Et je me suis dit, bon, Disney ils m'ont contacté. C'est qu'ils aiment ce que je fais. Là, pour l'instant, je suis simplement un nom sur un email et une voix au téléphone. Dans 6 mois, ils m'auront oublié. Puisque officiellement, le truc était tombé à l'eau pour raison de budget. J'ai appris après que c'était pour d'autres raisons, mais en tout cas, qui n'étaient pas liés à mon travail à moi. Et donc, je les ai appelés, j'ai fait un coup de bluff. Et je leur ai dit, voilà, je serai en voyage d'affaires à Los Angeles dans 3 mois, ce qui était complètement faux. Est-ce qu'on peut en profiter pour se rencontrer ? Et puis là, la fille en face dit « Ah bah oui, avec plaisir, et puis je te présenterai avec le responsable musique de film, et puis le responsable musique de série, et tout. » Ok. Donc, pour le coup, je prends mes billets d'avion. Pendant 3 mois, je contacte tous les gens que je connais, de France, de Navarre, de n'importe où, en disant « Je vais à Los Angeles. Est-ce que tu connais du monde que ça peut être intéressant pour moi de rencontrer ?» Et pour le coup, j'avais bien préparé mon truc, donc je suis parti là-bas pour 2 semaines. J'avais à peu près 2-3 rendez-vous par jour. Et donc je vais là-bas. Alors effectivement, le passage chez Disney, ça a été, pour moi, c'était le pèlerinage à la Mecque. Hein. C'était le truc de fou. Si tu te balades dans les couloirs, tu as sur les murs, tu voyais Pirates des Caraïbes, Narnia. Et pour le coup, je me suis retrouvé en rendez-vous directement avec la responsable qui avait géré tous ces films-là. Donc c'était le rendez-vous qui se passe très bien. Et en fait, aussi bien chez Disney, mais d'autres personnes aussi me disent la même chose. Ils disent, écoute, si tu veux que les choses se passent dans le coin, faut que tu sois dans le coin. Après, que tu composes une petite île au fin fond du Pacifique, nous on s'en fout, mais administrativement tu dois être local. Et il y avait un problème administratif avec la SACEM. C'est que les Américains ont une peur maladive de la SACEM et du droit d'auteur qui existe, du droit moral qui existe dans le droit français. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le droit moral. Non, justement, peut-être ça mériterait une piqûre de rappel. Ouais, le droit moral, en fait, donc c'est prévu dans le droit français, c'est qu'un auteur a le droit de vendre ses œuvres, etc., mais il a toujours le droit de s'opposer à l'utilisation de son œuvre si c'est contraire à ses valeurs. Je donne un exemple, je fais une musique, je fournis une musique pour un film, et puis il change le film, et là-dedans, il y a des propos racistes, homophobes, ou trucs comme ça, qui vont être contraires à mes valeurs. J'ai le droit, d'après le droit français, même si j'ai vendu la musique, j'ai le droit de dire, non, vous l'utilisez pas comme ça, ma musique. Et ça, pour les Américains, c'est terrible, parce qu'ils considèrent que c'est un risque, et je comprends un peu leur point de vue là-dessus, hein. C'est un risque qui est monstrueux de leur côté, de dire, moi j'ai payé, et hop, au moment où le truc doit sortir, je suis complètement bloqué. Et mais ça veut dire que il y a une espèce de mode de manipulation, parce que ça doit être... il y a un peu comme une erreur sur la marchandise, puisque toi tu cèdes tes droits pour
pour une œuvre que eux ont définie au départ, Oui, mais ça, et qu'après que eux ils changent derrière. Oui, mais ça peut être dans le contrat. Tu peux dire dans le contrat, par exemple, et ça, je pense que ça, c'est un truc. Tu fous pas le droit moral, mais tu dis le producteur s'engage à ce que la musique ne soit pas utilisée. Et là, dans ce cas-là, tu fais une liste, tu vois, des trucs racistes, homophobes, enfin les trucs qui a priori toi te gêneraient le plus. Ça, a priori, ça gênerait pas les Américains. Ce qui les gêne, c'est vraiment la notion de droit moral, parce que le problème du droit moral en France, je comprends la logique, mais il est ultra vague. Oui. C'est si l'auteur considère que ses valeurs sont violées. Oui, c'est facile. Oui, même si la commande vient d'un pays étranger, c'est à partir du moment où toi, français, tu l'as composé, enfin, que tu es français à partir du moment où tu l'as composé, ce droit s'applique à toi, c'est ça ? Ben, c'est là où il y a une zone de flou. C'est que quand tu fais un contrat, tu définis quel pays, etc. Mais ils ont eu des problèmes par le passé. Ils ont eu des problèmes avec des Français, justement avec le droit moral qui s'est appliqué. Et c'est tellement obsessionnel chez eux que dans des contrats américains, entre Américains, donc qui n'ont rien à voir avec la France, il y a souvent une ligne qui dit « le droit moral en français dans le texte ne s'applique pas ». D'accord, ils sont allergiques. Quoi. C'est voilà. Donc, en gros, ils tout ce qui est de l'œuvre et ils en font ce qu'ils en veulent, quoi. Voilà. Et donc, pas pour les petites boîtes, mais les gros studios et tout ça, c'est hors de question de travailler avec un compositeur qui est SACEM sur le territoire américain. En revanche, il y a un compromis qui existe, c'est de rester SACEM sur l'ensemble du monde, mais de ne plus dépendre de la SACEM sur le territoire américain. Et là, à partir du moment où tu signes un contrat, tu es résident américain, tu signes un contrat américain avec une boîte américaine, là, il n'y a aucune raison pour que le droit français s'applique. Et là, et si tu ne dépends pas de la SACEM, là, ils sont safe. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je suis SACEM pour l'ensemble du monde, mais aux États-Unis, je suis BMI. D'accord. Voilà. Et ça, ça a été une demande carrément de Disney. C'est-à-dire que j'étais en rendez-vous chez eux. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est ça. Nous, on a envie de bosser avec toi, mais il faut faire ça. Attends, on bouge pas. Elle va sur son ordinateur, paf, paf, paf. Elle écrit un petit email. Moi, j'avais essayé d'avoir un rendez-vous chez BMI plusieurs fois. J'avais jamais eu de réponse. Là, ok. T'as rendez-vous avec la patronne de BMI Musique de Film demain, 11h. Ok. Et voilà, 24 heures plus tard, j'étais membre BMI. Donc, les choses vont vite quand on a le contact. C'est clair, c'est clair. Et bon, ceci dit, j'ai jamais bossé avec Disney depuis. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, au départ, je me suis dit, être dans le coin. En fait, j'ai pas tout à fait compris ce qu'ils me disaient. Eux, ils disaient, voilà, c'était local, administratif. Moi, je me suis dit, si je reviens tous les trimestres, 2-3 semaines, ça marche. Et donc, je suis revenu un trimestre plus tard, cette fois-ci pour 3 semaines, à nouveau plein de rendez-vous, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que non, fallait être dans le coin. Et là, il y a eu une rencontre qui était parfaite. C'est j'ai rencontré une fille qui cherchait un coloc. Elle était super bien placée, c'était pas cher. Bingo, ok, ça marche. Je m'installe et 3 mois plus tard, je m'installais. D'accord. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc en fait, paradoxalement, je me suis installé à Los Angeles parce que il y a eu un creux catastrophique au niveau carrière. Incroyable. C'est marrant. Donc les crises peuvent provoquer des opportunités, quoi. Donc si on revient sur Cassandra, c'était petite digression. Ouais. Du coup, alors qu'est-ce qui t'a inspiré ce projet et après ensuite comment t'as fait pour est-ce que des producteurs sont venus se greffer dessus, comment t'as fait? Non, ça a été le. Alors déjà pour le type de film, ce qu'il faut savoir c'est que le premier court-métrage dont j'avais parlé un peu plus tôt, qui n'est visible nulle part, en fait j'avais fait un compromis, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est de faire du genre. Je suis un gros geek, c'est complètement assumé, et c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui me plaît, voilà. Et le premier, donc il y a eu plusieurs producteurs qui m'ont dit, mais si tu fais du genre, ça marchera nulle part en festival, tout ça. Ce qu'ils veulent dans les festivals, et là je vais citer ce qu'il m'a dit, c'est il faut que ce soit l'histoire d'une caissière qui se prostitue pour nourrir son fils, voilà, ça c'est du drame, éventuellement de la comédie, mais c'est tout. Et donc mon premier court-métrage a été un espèce de mix. J'ai voulu faire un compromis entre ce qui après, a priori, il fallait que je fasse et ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fait un huis clos qui était dans une prison sud-américaine. Donc, visuellement, ça avait vachement de gueule. Il y avait un très beau travail de lumière. Tout ça ressemble presque à des tableaux. Et donc, ça correspond au code du genre qui, généralement, esthétiquement, sont plutôt chiadés. Mais le thème, c'était plus du drame. Et le fait d'être un peu califourchon entre les deux, ça a plu à peu près à personne. Donc le court-métrage est passé complètement inaperçu. Il a été sélectionné dans un seul tout petit festival en banlieue parisienne. Et voilà, c'est tout. Donc là, pour le deuxième, je me suis dit, cette fois-ci, c'est moi qui... Enfin, le premier, je l'avais produit aussi. Mais là, quelque part, je tente un truc un peu plus gros.
Cette fois-ci, je vais faire exactement ce que je veux et je m'en fous des festivals, je m'en fous de tout ça. Je fais le film que j'ai envie de faire. Et voilà. Et donc, moi, je suis un fan de SF, d'heroic fantasy, tout ça. Donc là, je me suis dit, je vais faire de l'heroic fantasy. Et j'avais voilà cette histoire-là qui était en tête. Et surtout, voilà, moi, j'étais persuadé que l'heroic fantasy allait à nouveau exploser dans les médias. C'était avant Game of Thrones, c'était avant Witcher, tout ça. Et pour moi, c'était évident que ça allait revenir. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument faire de l'heroic fantasy. Et donc on a fait ce film-là. Et alors qu'on se foutait complètement des festivals, bah là pour le coup, il a cartonné. Donc on a eu plus de 100 sélections, plus de 50 prix. Donc, comme quoi, voilà, par moment, il faut faire un peu ce qu'on a envie de faire. D'accord, donc c'est toi la prod alors, Ouais, ça c'est moi la prod, ouais. D'accord. Ouais. Tu as essayé de solliciter un peu des aides financières, style CNC ou je sais Non, pas, mais non, d'autres organismes? Non, le problème, c'est qu'en France, alors, en théorie, les choses sont en train de bouger en ce moment. J'attends de voir pour vraiment le croire. Je suis perplexe, on va dire, mais pendant très longtemps, et peut-être encore maintenant, il y a un vrai rejet de la part du CNC en particulier vers le genre. Alors c'est marrant parce qu'ils ont un discours inverse, hein, ça fait depuis plusieurs années qu'ils disent voilà, on soutient le genre, on fait ceci, on fait cela. Mais à l'arrivée, nous, ça a été très compliqué avec le CNC. Alors, je vais pas cracher sur le CNC en entier, parce qu'il y a des départements du CNC où ça s'est très bien passé avec eux. Par exemple, sur le long métrage sur Virtual, sur la partie distribution, ils ont été très bien. Mais sur la partie aide, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Il y a des mentalités qui, j'espère, sont en train de changer. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était pas du tout le cas. Donc, pour Cassandra, j'ai même pas essayé d'avoir des aides. J'ai fait mon truc en direct. Par contre, on a essayé d'avoir des aides sur Virtual. On pourra en parler après. Et là, ça a été très compliqué. Donc, non, Cassandra s'est fait sans aucune aide, complètement. T'avais un pied à Los Angeles à ce moment-là? Ouais. Pourquoi ne pas l'avoir tourné là-bas? Alors, déjà parce que j'avais mes contacts. En fait, j'avais mon équipe qui se faisait déjà plus ou moins en France. Et puis après, il y a un truc qui est très simple, c'est que alors après, là, c'est l'un de mes secrets de réalisation. Mais pour avoir de la grosse production value, le secret, c'est exactement comme pour l'immobilier. Le lieu. Si tu prends un lieu qui a déjà une putain de gueule à la base, t'as fait la moitié du boulot. Pour faire du médiéval fantastique, t'as beaucoup plus de lieux en Europe qu'aux États-Unis. Parce que là-bas, ils n'ont rien, concrètement. Hein, voilà. Alors qu'en France, t'as des ruines de châteaux partout. Mais partout. D'accord. Et donc, on a fait ça justement dans un vieux fort, dans l'est de la France. Et un fort qui s'appelle le fort Cognolo, qui a une super gueule, qui est utilisé d'ailleurs souvent pour les grandeurs nature. Et donc, que je connaissais d'ailleurs, parce que j'avais fait des grandeurs nature là-bas, donc je connaissais un peu le site, tout ça. Je les ai contactés, on a loué le lieu, et on a tourné là-bas. Et ça nous a donné une production value qui est géniale. Alors que, voilà, il y a eu un beau travail de déco, avec des trucs rajoutés, mais à la base, on avait déjà un truc qui avait une putain de gueule. Donc voilà, donc ça avait complètement sens de le tourner en France. Si tu fais un truc médiéval, tu vas pas le faire aux États-Unis. Enfin, d'ailleurs, même les Américains eux-mêmes tournent pas leurs trucs médiévaux aux États-Unis. Ils vont en Europe. Donc le cours, tu le fais. Donc en festoche, tu m'as dit ça a bien marché. Ça t'a déclenché des opportunités à la suite de ça? Non. Je pensais. Je me suis dit, voilà, avec ce court-métrage, je vais montrer ce que je sais faire. Il y avait un double but avec le court-métrage. C'est je voulais savoir si je pouvais corriger tous les défauts que j'avais eus sur le premier. Si j'en étais pas capable. Je les avais identifiés, mais entre les identifier et être capable de les corriger, c'est un autre truc. Donc je voulais voir si pour moi j'avais corrigé le tir ou non. Si oui, est-ce que je me sentais prêt pour un long ou pas? Donc ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, effectivement, c'était de convaincre. Voilà. Donc la première partie, pour moi, j'avais corrigé. Il y a eu quelques petits défauts quand même sur Cassandra, mais là, pour le coup, c'est un film qui peut se voir. Et enfin, moi, je trouve. Et donc là, moi, je me sentais prêt pour le long. Mais en revanche, j'ai eu beau contacter des producteurs, tout ça, rien, impossible de bouger. Et c'est là que je me suis dit, c'est comme pour le cours. Si le cours, il a fallu que je produise moi-même pour que ça se fasse, on va faire pareil pour le long. Et c'est comme ça que j'ai produit le long aussi. Et c'est assez étonnant, c'est-à-dire que même parmi toutes les sélections en festival, il n'y a pas eu des producteurs qui t'ont même approché non. Justement à ce moment-là? Pas un seul. D'accord. Je sais pas. Pour ça, on se dit, tiens, le problème en festival, c'est que
il y a vraiment 2 catégories de festivals. Tu as les quelques-uns qui ont une réputation. Ils sont pas si nombreux que ça. Tu vas avoir Sundance, Cannes, Berlin, Venise, Toronto, Tribeca, South by Southwest, voilà, quelques-uns comme ça. Allez, on va dire à tout casser, il y en a une dizaine. Si tu es pris à l'un de ces festivals, ça t'ouvre plein de portes. Les autres, ça n'a aucun impact. Tu peux quand même rencontrer des gens intéressants. Il y a certains festivals où je suis allé où je garde vraiment un bon souvenir. Mais d'un point de vue business, ça ne t'ouvre pas de porte. Et donc nous on était pris dans, encore une fois, plus de 100 sélections quand même, c'est énorme. Et on est probablement encore aujourd'hui le court-métrage d'Heroic Fantasy le plus primé historiquement. Ça devrait vouloir dire quelque chose, mais en fait non, ça veut rien dire. Et ça n'ouvre aucune porte. Donc c'était chaud à ce niveau-là. Il y a eu une déception, c'est assez clair. Ah ouais. J'imagine. Voilà. Mais bon, il fallait quand même une carte au moins pour pouvoir attaquer le long. Il fallait au moins un cours un peu bien ficelé. Surtout, il fallait que je m'en sente capable. Oui, c'était un peu là. S'il n'y avait pas eu le cours, je ne me serais pas senti capable de faire le long. Et puis en plus, pendant le cours, j'ai commencé à monter mon équipe. Oui, bien sûr. Et j'avais une putain d'équipe. Et voilà. Et pour un truc tel que du long, tu as besoin de pouvoir t'appuyer sur les bonnes personnes. Parlons du film pour lequel tu es ici. Virtual Revolution. D'où naît l'idée de départ ? Alors, l'idée de départ, c'est marrant. Il y a eu presque 10 ans qui se sont écoulés entre l'idée de départ, pas presque, je crois exactement 10 ans, puisque si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en 2005. Bon, c'est là, un an près, ça devait être en 2005. J'étais dans le métro et j'ai lu un article de je sais plus quel journal, genre 20 minutes ou un truc comme ça. Et ça parlait du jeu EverQuest 2, qui est un jeu auquel je jouais à l'époque, qui est ce qu'on appelle un MMORPG, Massive Multiplayer Online RPG, Role-Playing Game. Et ce sont, alors pour ceux qui connaissent pas, ce sont des jeux qu'on dit persistants. C'est-à-dire qu'un jeu normal, tu joues, puis allez, je vais aller me coucher, tu éteins, le jeu il s'arrête. Un jeu persistant, c'est que tu joues, mais quand tu t'arrêtes, le jeu il continue. Et donc t'as un monde, et t'as plein de joueurs qui jouent dans ce monde-là, et le monde va pas arrêter d'évoluer. Moi, j'avais fait quelques MMORPG comme ça. J'avais fait justement EverQuest 2, et j'avais fait à cette époque-là aussi Star Wars Galaxy, et justement qui montrait déjà vers quoi on pouvait aller. Moi, je me souviens d'une expérience dans Star Wars Galaxy qui était assez frappante. C'est, je voulais absolument avoir une petite baraque sur Tatooine, ça me faisait kiffer, et donc au bout d'un moment, j'avais gagné en tant que personnage suffisamment de thunes, et je me suis acheté ma baraque que tu peux installer où tu veux sur la planète. Et j'avais complètement trouvé un coin, donc c'était en plein milieu du désert, dans les dunes, et voilà, sur une espèce de dune, j'avais foutu ma baraque, j'étais au milieu de nulle part, vraiment baraque à la Obi-Wan Kenobi, quoi. Et j'avais une vue qui était super, parce qu'au loin, j'avais des falaises, et je voyais à l'horizon, d'un autre côté, l'espèce de bâtiment qu'on voit dans l'épisode 4, là où il y a les espèces de petits gnomes avec les yeux rouges. Les Jawa. Les Jawa, voilà, exactement. Et ils ont un espèce de gros véhicule. Et là, il y avait un véhicule à eux qui était cassé, donc qui bougeait jamais, et qui était gigantesque. Voilà, j'avais une vue qui était géniale. Et je m'étais installé là. Hein ? J'ai envie de dire sauf que... non, en fait, il s'est passé un truc... Des pilleurs sont arrivés. Non, pire que des pilleurs. C'est donc, au début, j'y jouais énormément. Puis au bout d'un moment, je bossais, etc. Donc j'y jouais de moins en moins. Et à un moment, j'y allais 1 à 2 fois par mois, voire moins. Et il fallait quand même y retourner, parce que le système des baraques, c'est que tu devais payer un espèce d'entretien. Et si tu n'y allais pas, que tu payais pas ton entretien, ta baraque elle disparaissait. Ce qui est une manière de nettoyer la carte pour les joueurs qui jouent plus. Ouais. Et donc moi j'y retournais. Et de te faire rester. Accessoirement, et de te faire rester dans le monde. Et donc pour le coup, moi j'y retournais de temps en temps, simplement pour c'était assez facile de récupérer mon personnage était un chasseur, donc je butais des créatures, je revendais leur peau et leurs os, et voilà, et c'était l'activité de mon personnage. Et donc voilà, il suffisait que je bute quelques créatures et j'avais suffisamment de quoi en payer l'entretien du truc. Et donc j'y retourne. Et je retourne dans ma baraque à Tatooine. Et là, j'hallucine. Autour de ma baraque, 10 autres baraques. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce truc ? Et là, je croise un mec. Et le mec dit, salut, écoute, je suis le maire de ce village-là. J'avais vu ta baraque et le site était génial. Donc, j'ai installé une ville ici. Mais je te rassure, toi, tu paieras pas de taxes. Parce que les autres payent des taxes. Parce que c'est un système de guilde, tout ça. Je dis, ok. Et
puis voilà, de toute façon, j'avais pas mon mot à dire. Et je repars. Et puis un mois et demi plus tard, je reviens. Et là, je ne voyais quasiment plus le désert. Il y avait une direction où tu n'avais que trois pâtés de maison, donc derrière, je voyais des dunes. Mais dans les autres directions, tu avais des baraques partout. C'était devenu une ville. Et ça, c'est assez fascinant quand même, de se dire qu'un truc comme ça peut exister. Donc, c'est ça le MMORPG. Et donc, pour en revenir, là, j'ai fait une grosse digression. Mais pour en revenir donc, justement à l'article disait qu'un quart des joueurs de EverQuest 2 disaient accorder plus d'importance à leur vie en jeu, dans le jeu, qu'à leur vie réelle. Et là, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais un quart, c'est gigantesque. Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même, c'est un écran 2D, c'est plus ou moins pixelisé, tu bouges avec une souris, un clavier. Mais on sait très bien vers quoi on va. On sait très bien qu'on va à un moment où ça sera un peu à la Matrix, où il n'y aura pas de différence entre le réel et le virtuel en termes de ressenti. Le jour où ça va arriver, ce ne sera pas 25%, ce sera 10 fois plus. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à une histoire montrant une société où il y a les 3 quarts de la population qui n'ont plus rien à foutre du réel et qui sont constamment dans des mondes virtuels. Et ça a été ça l'idée le postulat de départ du film de Virtual Revolution. Et il y a une scène en particulier qui pour moi a été l'une des premières scènes que j'ai eu en tête sur ce truc-là. C'est une scène quelque part d'infiltration. C'est-à-dire que il y a des terroristes et il y a un mec qui essaie d'infiltrer la cellule terroriste pour choper des informations. Et les mondes virtuels sont un mode d'infiltration fabuleux puisque on interagit avec les autres à travers un avatar. Donc le type bute un mec, prend sa place dans son siège de connexion et donc il va avoir son avatar à lui. Et comme ça, il peut... Voilà. C'était l'une des premières idées que j'avais pour le film. Puis après, tout le reste s'est construit. Puis après, je pense que la grosse différence... Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup... Alors, visuellement, la première inspiration, c'est Blade Runner, ça c'est évident, qui, pour le coup, a défini les bases de ce qu'est le néo-noir, quoi. Donc, je voulais faire un film néo-noir, donc voilà, donc on retrouve un peu les idées, le néon, l'utilisation de néon, il fait nuit souvent, il pleut, etc. Voilà, je trouve que c'est des codes visuels qui sont très 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 fun à utiliser. Et au niveau de l'histoire, effectivement, il y a eu des comparaisons à Matrix, mais il y a quand même une très très grosse différence avec Matrix, c'est que dans Matrix, les gens qui sont connectés et ils ne le savent pas, ils sont manipulés. Et là, la grosse différence, c'est que les gens savent très bien. Et là, c'est un choix. Et justement, l'un des thèmes un petit peu du film, c'est cette notion de choix, de liberté. Bon, alors du coup, tu dis que tu l'as écrit en 2015 et que tu l'as tourné en 2014, pardon, et donc tu as tourné en 2015. Ouais. C'est fou, là, 1 an. C'est-à-dire que tu n'as pas traîné, quoi. Ah oui. À partir du moment où j'avais décidé que je tournais, l'idée c'était le tourner. Donc en fait, on a commencé la prépa en... Faut rassembler le budget quand même. Comment t'as fait pour aller trouver tes financiers? Alors ça a été compliqué. En fait, c'était que du financement privé et de la dette. Donc en fait, j'ai trouvé des gens qui ont été prêts à mettre dedans. Moi-même, j'ai mis aussi dedans. Ce qui a probablement dû rassurer d'ailleurs les investisseurs en voyant que je croyais dans le projet. Et puis pour le reste, il y a eu de la dette. Il y a eu à peu près... pour 1 tiers de dette et 2 tiers d'equities. Et donc, on a lancé le truc. Mais pendant que je lançais la prépa, je continuais à chercher de la thune. Donc, ça a été... il y avait une prise de risque à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça a été chaud parce qu'en fait, on a tourné le film et en fait, il nous manquait d'argent pour la post-prod. Il a fallu à nouveau là que je cherche de l'argent à ce moment-là. Il te manquait combien déjà? Il manquait à peu près 300 000, 200 000, 300 000 dans ces eaux-là. Donc, que j'ai pu trouver. Mais effectivement, ça a été tendu. Tu avais le distributeur? Non, aucun distributeur. C'est chaud. Mais un film indépendant comme ça, de toute façon, aucun distributeur n'a envie de s'engager là-dessus. Et même une fois qu'il était fait, où on pouvait voir visuellement le résultat, ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'on l'a vendu un peu partout dans le monde, mais il y a un pays qu'on ne voulait pas, c'était la France. Et donc en France, pour qu'il soit distribué, je grille peut-être un peu les étapes en parlant de la distribution. Ça sera pour plus tard. Mais... je reviendrai à la distribution, mais ça a été... La distribution en France a été très 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 compliquée. Et tu tablais sur un budget de combien au départ? Alors au départ, j'essayais d'être dans le demi-million, mais en fait, on est peut-être plus proche du million. Voilà. Vous avez pas atteint 1 million, quoi. Non, il a coûté moins d'1 million.
Il a coûté moins d'1 million. Donc, ce qui par rapport au résultat, enfin voilà, aux États-Unis, les minimum, les gens pensent qu'il a coûté entre 5 et 10 millions. Mais non. Ça qui est fou. Et le choix des post-producteurs à ce moment-là, comment t'as fait pour les trouver, pour les convaincre? T'avais déjà toi-même un peu storyboardé? T'avais déjà composé un peu de musique? Pour les effets spéciaux, en fait, alors, si on n'avait pas un distributeur, il y avait en revanche quelqu'un qui s'était positionné, qui est un sales agent. Et donc, il y a un sales agent qui s'était positionné et qui nous a quand même donné un coup de main au niveau de la prod, dans le sens où, moi, c'est un type que je connaissais depuis quelques années. J'avais vu ce qu'il avait, parce qu'il produit aussi ce qu'il avait produit, et j'avais remarqué le nom de la boîte d'effets spéciaux qu'il utilisait. Et je savais qu'il n'était pas sur des très gros budgets, et les effets spéciaux étaient de qualité. Donc, je me dis, il n'est pas sur des gros budgets, c'est que les mecs, ils doivent être à des tarifs raisonnables. Ouais. Et donc, j'ai contacté la boîte en direct. Et donc, pour qu'ils bossent sur le film. Et là où le sales agent nous a aidés, c'est que, autant toute la partie négo, tout ça, j'avais fait ça en direct avec la boîte, mais le sales agent s'est plus ou moins porté garant sur le fait que le projet allait se faire, et en gros qu'ils allaient être payés. Donc c'est quand même un chouette coup de main. Et là où il a beaucoup aidé, c'est que vu que lui, il vivait à 1 heure ou 2, la boîte d'effets spéciaux est en Utah. Et lui, il vit en Utah, il est à 1 heure de chez eux, 1 à 2 heures de chez eux. Et donc pendant toute la période des effets spéciaux, 1 à 2 fois par semaine, il prenait sa voiture, il faisait l'aller-retour et il regardait l'état des... Donc ça, de ce côté-là, il a aidé, il a clairement aidé. Et pour le coup, il a récupéré le film après en tant que sales agent. Merde, je sais plus quelle était la question. Ah oui, sur les VFX. Donc c'est comme ça que j'ai choisi cette. Alors après, si il y a une boîte française qui a fait, on va dire 10% des VFX. En fait, c'est eux qui nous avaient contactés pendant le tournage. Parce que un film comme ça, qui se fait en France, il y en a pas 36. À cette époque-là, il y avait. De toute façon, c'est bien simple en France. Donc là, on tournait en 2015. Le dernier film de SF français, entre guillemets, produit, c'était Lockout, qui n'était probablement pas tourné en France. Voilà, et c'était en 2006, 9 ans plus tôt. Donc autant dire que des films de SF en France, il n'y en avait pas des masses. Donc quand les gens ont entendu un peu parler de ça, il y avait plusieurs personnes qui ont voulu se greffer dans le projet. Exactement. Et donc il y a eu cette boîte-là qui s'appelle Backlight, qui maintenant fait surtout de la réalité virtuelle, et qui nous ont contactés en disant on aimerait bien bosser sur les VFX. Et donc on leur a filé toute la partie de l'appartement du héros. Ah oui, bien sûr. Tous les extérieurs, la pluie, tous ces trucs-là. Voilà, l'album photo-vidéo, des choses comme ça. Donc, mais sinon, ton sales agent ne pouvait pas te garantir tous les effets spéciaux, c'est pour ça que tu as saisi l'opportunité. Non, du tout. Non. Concrètement, la boîte américaine pouvait faire tous les effets spéciaux. Je pense qu'elle aurait même préféré, ça aurait été plus, Après, les types qui nous ont contactés en France, ils avaient l'air cool, le fit est bien passé. Et on s'est dit pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça a été presque plus compliqué que prévu, parce que à partir du moment où tu as plusieurs sociétés différentes qui gèrent les VFX, il y a un moment où il faut les remettre ensemble. Donc sur la fin de la post-prod, ça a probablement été plus compliqué qu'autre chose. Mais bon, ça c'est humainement, ça s'est très bien passé avec eux. Ils ont fait un chouette travail, donc voilà. Mais non, il n'y avait pas du tout le besoin. La boîte américaine pouvait tout faire au besoin. D'accord. J'ai vu une interview où tu disais qu'en fait tu expliquais en fait comment un plan de compositing pouvait être simple à faire, mais que si on pouvait avoir une petite créature qui passait très rapidement, ça peut être beaucoup plus compliqué et donc plus cher à faire. Ouais, en fait, les gens ont souvent, et même les prods parfois, ils ont une vision faussée de ce qui coûte cher et de ce qui coûte pas cher. Et en fait, moi, un truc qui me fascine, c'est de voir des films qui vont coûter cher où il n'y a aucune production value à l'écran, parce que l'argent n'est pas allé là où il fallait. Et en fait, c'est là où il y a des choix à faire, et ça fait partie du boulot et du réal et du producteur, de privilégier ce qui va avoir de la gueule. Et mon équipe se foutait un peu de ma gueule pendant la prépa, parce que quand on faisait des localisations, de repérage et tout ça, moi je sortais toujours les mêmes mots, c'était production value, money shot
et profondeur de champ. Alors profondeur de champ, c'est un peu une obsession personnelle, c'est que je considère plus une image a de la profondeur de champ, plus ce que tu vois à l'écran va être intéressant. Mais sinon, voilà, production value et money shot, c'est que concrètement, c'est que faut que c'est de la gueule. Et en fait, il n'y a pas un lien direct entre l'argent dépensé et la gueule que ça a. Et donc, l'exemple que tu évoquais, donc, qui était sur les effets spéciaux, c'est si par exemple tu prends Gandalf qui est devant Minas Tirith, on se dit putain, ça a une putain de gueule. C'est simplement un mec dans un champ et tu as fait un matte painting 2D derrière, ça coûte que dalle. Un artiste seul peut faire ça, c'est un petit peu de boulot, mais ça n'a rien ni de difficile, ni de quoi que ce soit. Et encore aujourd'hui, c'est même encore plus facile qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait le rotostoppage qui était chiant. Maintenant, une IA te fait ça en 1 minute. Donc, tu t'en fous. Tu fais directement ton matte painting et voilà. Donc, c'est super simple. Ça a une super gueule et ça coûte que dalle. À l'inverse, tu fais passer un petit singe à toute vitesse. Ça, c'est compliqué. Parce que tu dois non seulement créer le singe, après tu dois créer son animation, donc ce qu'on appelle le rig, etc. Donc tu fais son squelette, ce qui fait que tout doit bouger. Après, tu dois faire son intégration. Et ça, l'intégration, c'est la partie la plus chaude en VFX parce que c'est ce qui se voit quand c'est pas mal fait. C'est-à-dire que le singe, il va toucher le sol et il faut que là où le pied touche le sol, que ça soit crédible. Ouais. Et ça, c'est super dur. Donc, concrètement, le singe qui passe et qu'on voit 3 secondes à l'écran, il va coûter 10 fois plus cher que Minas Tirith en arrière-plan. Et en fait, dans Virtual Revolution, il y a plein de plans qui pètent, mais la plupart, c'est pas des choses qui coûtent cher. Par exemple, on est à Paris et on se balade dans des vieilles ruelles de Paris et on voit des gros bâtiments futuristes un peu partout. C'est du matte painting 2D en arrière-plan, ça a une super gueule, mais c'est pas cher. Et en fait, il y a eu toujours un peu cette logique, c'est comment est-ce que on peut offrir au spectateur le plus possible sans que ça coûte trop. Et c'est la philosophie qu'on a suivie pendant tout le film. Peux-tu nous parler du repérage des décors ? Ouais, ça j'ai kiffé. Ça a pris, apparemment vous avez mis 6 mois, je crois. Ouais, en fait, c'est pour ça que moi je suis toujours un peu perplexe par rapport par exemple aux États-Unis, les films se font avec des prépas très très courtes. Tu peux avoir 1 mois ou 2 mois seulement de prépa, avec du cast qui parfois se décide 3 jours avant. Et pour le coup, là où je trouve ça dommage, et ça je rejoins complètement ce que dit Christopher Nolan là-dessus, c'est que une bonne prépa, la qualité de ton film augmente, les coûts diminuent. Donc je vois pas la logique à ne pas avoir des vrais prépas, surtout qu'il n'y a pas un vrai surcoût, il y a pas besoin d'énormément de personnes qui bossent. C'est-à-dire que tu as les 2 mois avant le film, bon là tu as un peu tout le monde qui se met en branle, mais avant concrètement tu n'as que le réalisateur, le producteur, quelques assistants. Voilà, exactement, le régisseur, enfin voilà. Et encore, ils sont même pas à temps plein. Donc je trouve que c'est très bien de s'y prendre à l'avance, et donc il y a 2 choses qu'on a fait vraiment en amont, ça a été le cast et le repérage. Et pour le repérage, j'ai passé des journées complètes à écumer les rues parisiennes pour essayer de trouver les lieux qui avaient vraiment des gueules. Et parce que l'idée, c'est un peu ce qui pour moi, je voulais que ce soit la signature du film, c'est justement, on en revient au côté néo-noir, c'est ce mélange entre rétro et futuriste. Et donc, ce que je voulais, c'est que dans quasiment chaque plan, il y ait toujours ce rapport. Donc, par exemple, lorsqu'on est chez le héros, il y a une vue qui est ultra futuriste sur l'extérieur, mais les fauteuils, c'est des Chesterfield. Sur une étagère, il y a un gramophone. Voilà. Lorsqu'on est chez sa patronne, chez Dina, la vue, pareil, elle est futuriste, mais l'intérieur, on a l'impression que c'est un château genre Versailles. Lorsqu'on est en extérieur dans les rues, les ruelles, j'ai pris les ruelles les plus anciennes de Paris, où c'est encore pavé, où c'est... Par contre, au-dessus des toits, on voit des villes, des tours futuristes et des voitures volantes et des drones, etc., etc. Donc, il y avait toujours cette idée de trouver ce mélange. Et donc, j'ai passé pas mal de temps en repérage et je me suis fait aider par mon régisseur. Pareil, un mec génial, qui à l'époque, tout le monde me disait, faut pas bosser avec lui, il est trop jeune. Effectivement, il était jeune, je crois. Si j'ai pas de bêtises, je crois qu'il avait 23 ans au moment du tournage. Et à part que, moi, je l'avais déjà vu bosser sur Cassandra, et je savais que le mec était très bon. Donc, on l'a repris. Et le mec a été très bon de A jusqu'à Z. Du coup, Cyril, alors là, je reviens sur le chef-op. Cyril, il a amené quoi, lui, exactement, un peu parce que tu lui as donc défini l'univers, bien sûr, mais lui, qu'est-ce qui t'a ramené ?
Pas mal d'idées à gauche à droite. C'est ça le boulot, on va dire, d'un réalisateur, c'est-à-dire de donner un axe, puis après, si tu bosses avec les bonnes personnes, ils vont te faire des propositions. Et toi, en tant que réalisateur, tu filtres. Tu dis, non, cette proposition, elle n'est pas dans le cadre, ou cette proposition, elle est dans le cadre. Mais si tu bosses avec des gens talentueux, ils vont te faire des putains de propositions. Et là, ça a été le cas avec Cyril. Donc, je me souviens plus de toutes les idées qu'il a proposées, mais par exemple, la scène de gunfight dans l'espèce de ruine industrielle avec la blonde et le mec qui se battent contre plein de... dans le monde virtuel. Au départ, ce qu'on avait prévu pendant le repérage, c'était qu'on allait faire ça en lumière naturelle, parce que ça avait déjà une chouette gueule. Et en fait, il m'a dit, écoute, donne-moi une heure, mais je peux... Voilà, Et je lui ai donné l'heure en question, donc ça a été un peu chaud parce qu'on avait pris du retard. Mais à l'arrivée, il a rajouté des espèces de faisceaux de lumière et une ambiance qui est C'était super. son premier long, ton projet. Ouais. En fait, quasiment tous les chefs je crois que tous les chefs de département, c'était leur premier long. Donc, ils avaient tous une vraie expérience, mais pas à ces postes-là sur du long. Donc, il y en avait qui avaient déjà bossé sur du long. Ouais. Mais par exemple, je dirais, Cyril avait peut-être bossé sur du long, mais pas en tant que chef-op. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est bien, c'est qu'après, il y a tous les chefs de poste, il y a eu ça. Au niveau des VFX aussi, il y a eu des très très belles surprises. Un exemple très simple, là, sur justement la même scène, la scène de fight là-dedans. Au début, donc il y a la blonde et le mec qui se réfugient derrière des piliers pendant qu'on leur tire dessus. Et donc, hop, ils tirent, et à un moment, ils se tournent tous les deux, il y a une gigantesque explosion entre les deux. Ça a de la gueule. C'est pas prévu dans le script, et c'était même pas prévu quand on l'a tourné. En fait, ce qui était prévu, c'est qu'ils tirent, ils se retournent, ils tirent, ils se retournent. Or, dans ce qu'on a pris au niveau du montage, on a pris ce plan-là, où, je m'en suis même pas rendu compte, les deux se retournaient en même temps. Et là, au niveau des VFX, on dit, c'est bien, ils se retournent en même temps, on peut faire quelque chose de plus gros, et ils ont foutu l'explosion au milieu. Et ça coûtait pas si cher que ça. Non, que dalle. Donc c'est fabuleux. Donc voilà, et c'est vrai que tous les chefs de poste ont fait des propositions, et voilà, et Cyril a apporté énormément. Voilà, après, j'ai plus au cas par cas, j'ai le souvenir là-dedans, parce que je me souviens que c'était pas au moment du repérage, on s'était dit on va faire simple, et puis finalement on n'a pas fait simple. Mais il avait complètement raison, ça a une bien meilleure gueule comme ça. Le casting, comment t'as procédé pour trouver tes acteurs, tes actrices? Alors, pour l'acteur principal, en fait, c'est un mec que j'avais découvert à l'époque dans Stargate Universe. Et en fait, il jouait un rôle récurrent, mais secondaire. Et je l'avais trouvé absolument génial. Et en fait, j'ai contacté à l'époque sur Facebook. J'ai dit, écoute, je viens de te découvrir dans Stargate Universe. Je kiffe. Écoute, j'espère qu'on bossera ensemble à l'avenir. Le mec, il dit, écoute, avec plaisir, tiens-moi au courant. Et des années plus tard, je le contacte, je dis ça y est, je fais un long métrage, est-ce que tu veux le rôle principal? Et il a lu le script, bingo. Voilà, donc ça s'est fait de manière assez simple. Pour Dina, alors là ça va parler aux plus anciens, mais l'actrice de la série V quand même. Mais exactement, c'est celle qui jouait Diana dans la série V, qui a marqué plein d'esprits à l'époque. Et elle, on l'a eu parce qu'en fait, j'ai rencontré un réal qui avait fait un court-métrage avec elle et qui m'a dit, écoute, moi, si tu as besoin, je te mets en contact avec elle, elle est super cool, elle sera ravie de bosser sur un truc comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est également en voyant le même court-métrage de ce réalisateur que j'ai trouvé l'acteur qui jouait Stilson, l'agent Interpol. Oui, bien sûr. Ultra charismatique, avec cette espèce de voix très grave. Et puis le reste, ça s'est fait de manière très classique par casting. Donc on a organisé des auditions. Et puis on a choisi les acteurs et les actrices qui nous paraissaient les meilleurs. D'accord. Et on va dire pour les scènes un petit peu plus classiques, est-ce que tu as fait aussi un peu de répète par rapport à ça? Pour certaines, ouais. De façon à ce que les acteurs déjà se connaissent un peu les uns les autres. Alors pareil, on n'en a pas fait 36 000. Par exemple, Mike, donc qui joue le rôle principal, on a fait une scène de répète avec Max qui joue le hacker. Ils ont eu qu'une journée de répète ensemble, mais ça a suffi.
Ça a suffi et d'ailleurs très vite le fit est très très bien passé entre eux et voilà, donc on n'en a pas eu énormément mais on en a eu, ce qui est déjà pas mal parce que par exemple aux États-Unis il y a plein de films qui se font où les acteurs se rencontrent sur le set. Moi j'ai quand même un peu de mal avec ça parce que il y a quand même des choses à affiner, c'est-à-dire que si tu as bien fait ton boulot de cast, plus de la moitié du boulot de direction d'acteur est fait. T'as ressenti une différence entre français et américain, entre la manière de travailler avec eux? Ah oui. Et puis lui, il a relativement halluciné en voyant comment on bossait nous. Hein. Mais on est des Gaulois. On est des Gaulois. Un tournage, c'est un bordel infâme. Il y a tout le monde qui parle. Un tournage à l'américaine, c'est militaire. C'est militaire et ça rigole pas. Nous, les gens sortent des blagues un peu tout le temps, ça parle beaucoup. Alors, d'ailleurs, il y a un peu un problème justement de hiérarchie peut-être. Alors de hiérarchie, non. Ça, même en France, ça c'est respecté. Il y a des règles très importantes sur un tournage. Par exemple, vis-à-vis du réal, les personnes qui ont le droit de donner leur avis à un réal sont très clairement définies. Parce que si tout le monde sur un tournage commence à donner son avis, on a 50 personnes qui bossent et 50 personnes qui ont un avis, c'est mort. Ton tournage, il se fait pas. Donc les seules personnes qui ont le droit de donner, d'aller vers le réal et de donner leur avis, ça va être le chef-op, ça va être l'ingé son, ça va être le premier assistant et ça va être la script supervisor. Point. Personne d'autre, voilà. Après, ça doit remonter par l'un des quatre. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il va voir celui des quatre qui lui correspond le plus et ça va monter comme ça. Donc non, il y a une vraie hiérarchie en France et elle est primordiale. Hein. Tu peux pas tourner sans ça. Mais en revanche, c'est vrai qu'en dehors de ça, Par contre, l'ambiance était géniale. Donc, ce qu'on perdait un peu on va dire un peu en discipline, on le gagnait énormément en ambiance. C'est que concrètement, tout le monde était content d'être là. Il y avait vraiment une très 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 chouette ambiance. Et en fait, voilà, l'acteur a été surpris par les deux. Il a été surpris par le côté bordel et par moments, mais what the fuck, quoi. Mais en même temps, il a rarement vu, alors qu'il en a bouffé des tournages où les gens quelque part étaient aussi heureux d'être là, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, on y gagne, on y perd aussi. Mais ouais, c'est différent. Concrètement, pour répondre à ta question, on n'est pas du tout organisé comme les Américains là-dessus. Et y a-t-il eu des conflits? Tiens, question. Oui, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits. Au niveau de la déco, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. En fait, la chef déco, c'est une fille qui est très douée. Et c'est mais en fait, qui n'aime pas la SF. Et en fait, il se trouve que par opportunité, elle s'est retrouvée. En fait, elle a fait un court-métrage de SF où elle a fait un très bon boulot. Donc, elle s'est fait remarquer. Donc, on lui a proposé d'autres courts-métrages de SF où elle a fait un très bon boulot. Et moi, c'est comme ça que je l'ai remarqué. Et je lui ai proposé de venir sur le long. Et en fait, je pense que pendant toute la prépa, elle avait du mal à comprendre le film et à comprendre ce qu'on voulait faire visuellement avec le film. Par un exemple très simple, elle avait fait justement des sketchs pour l'appartement du héros et elle m'avait proposé un truc très, en gros, intérieur de vaisseau spatial. Et je lui dis, non, moi je veux vraiment ce côté rétro, je veux le Chesterfield, je veux tout ça. Et elle dit, mais c'est pas possible, c'est futuriste, on peut pas avoir un Chesterfield. Donc la notion même, par exemple, de rétrofuturisme, elle connaissait pas. Et donc à la fois, elle pouvait avoir des idées ici et là qui étaient bien, puis elle maîtrisait son truc, mais en n'ayant pas une compréhension parfaite du genre. Et à côté de ça, j'ai recruté un type on va dire, qui était directeur artistique, mais qui donc était directement impliqué sur la partie et qui était également notre chef accessoiriste, donc Marc Casaguri, et qui, lui, en revanche, a une connaissance parfaite de tous ces univers, une compréhension complète de tout ça, et qui a apporté énormément et qui voyait tout de suite, il y a ça qui cloche, il y a ça qui cloche. En revanche, c'est pas le premier des diplomates. Et donc, voilà, on a eu ce problème-là où, en fait, on avait d'un côté quelqu'un qui était probablement relativement diplomate, mais qui n'avait pas
une compréhension suffisante de ce qu'on essayait de faire, et je pense que c'est même possible que penser qu'on faisait un truc qui allait se planter complètement. C'est de l'interprétation, mais c'est possible. Et de l'autre côté, on avait quelqu'un très doué et qui maîtrisait le truc. Mais pas diplômé. Mais ouais, au niveau relation, c'est un vrai problème. Donc ça a créé des vraies tensions, ça a été compliqué à gérer, ouais. Mais par contre, il y a un truc qui m'interpelle, c'est-à-dire que pour la chef d'éco, vous n'avez pas de mood board ou quelque chose pour le présenter, justement, parce que le fameux Chesterfield, ça me fait penser un peu à une scène de Matrix. Ouais, mais bien sûr. Ouais, mais bien sûr. Mais en fait, ça lui parlait pas. Et donc, en fait, il y avait des scènes qui l'inspiraient. Et puis d'autres qui, je pense, l'inspiraient moins. Et là, ça pouvait être compliqué. Donc, par exemple, la ruelle où il y a plein de monde, ça, c'est une scène qui l'inspirait. Et donc là, elle a proposé plein de trucs et ça marche très bien. Donc et là, elle a fait vraiment énormément de boulot qui correspondait. Et par moments, il y a des trucs où ça allait pas du tout. Donc là, c'est un exemple. Mais vous voyez la scène dans le temple chinois, lorsqu'il y a la blonde qui se réveille. Ah oui, ouais. Voilà. Donc c'est une putain de scène. C'est extrêmement solaire d'ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc il y avait ce lit. Comment ne pas le. Voilà. A priori, elle marque. Et donc, voilà, il y a cette fille-là qui se réveille, entourée de 2 autres filles, sur ce lit. Ouais. Et donc on a cette vue. Alors j'y avais pas réfléchi sur le coup, mais je pense que l'inspiration American Beauty est évidente. Et voilà, on a cette espèce de plan comme ça en grue où on recule, on voit le lit, tout ça, puis après on a. Et donc, et j'avais des concept art là-dessus qui montraient ça. Donc on en avait fait dans plusieurs univers. On en avait un où c'était un truc un peu genre palais vénitien, et puis on avait un qui était plutôt temple chinois. Et en fait, c'est quand on a fait le repérage, on a trouvé le temple chinois et voilà. Donc on était assez ouvert sur le site, mais il fallait que c'est une gueule qui soit complètement différente à partir du moment où elle passe la porte et elle se retrouve dans le c'était ça l'idée. Ouais. Puisque justement dans un monde virtuel on fait ce qu'on veut. Et mais donc il fallait ce grand lit. Et là très vite elle dit mais j'ai trouvé un lit chinois qu'on va louer, ça sera parfait. Et le jour du tournage, le lit donc les camions arrivent, on débarque tout et je vois le lit. Et le problème, c'est que c'était un lit chinois, à taille chinoise. Oui. Il faisait 1m70 de long. Il faisait en gros... Mais ouais, c'est-à-dire que si elle s'allongeait dessus, ses pieds dépassaient en bas, et les 2 autres filles, si elles voulaient être sur le côté, leurs fesses étaient au-dessus du vide. C'est pas possible. C'est sur le script, c'est écrit qu'elles doivent être à 3 dessus, il y a eu les concept art, etc. Ça devait pas lui parler. Et donc là, heureusement, l'équipe a super bien réagi là-dessus. C'est qu'on a piqué, donc sur un tournage, il y a énormément de, comment on appelle ça, des cubes en bois qu'on utilise pour s'asseoir, composer des trucs. On a récupéré tous les cubes en bois. On a foutu un matelas dessus. Et en fait, ça se voit pas du tout. Là, on voit les 3 filles, elles ont l'air d'être confortablement installées sur le lit. Il y avait des trous partout, en fait. Et le matelas tenait sur des espèces de colonnes de cubes en bois. Et il fallait surtout pas qu'elles bougent trop parce que sinon, elles tombaient dans des trous. Mais on a sauvé la scène comme ça. Donc ouais, il y a eu des trucs un peu compliqués. Mais ça fait partie du tournage, quoi. Bon, raconte-nous cette séquence du lit. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que ça a été la journée quelque part la plus smooth, la plus facile du tournage, parce que sur l'ensemble du tournage, chaque journée, on était en très léger dépassement, 10, 15, 20 minutes, parfois 30. Il y a eu 4 journées où là, on a eu du très gros dépassement et ça a été problématique. Et ça a créé des tensions à juste titre. Mais sinon, toutes les autres journées, on était à peu près dans les temps, mais voilà, les gens étaient cool, mais en fait, on pouvait avoir un quart d'heure de plus. Celle-là, ça a été, je crois, l'une des seules journées, il y en a quelques autres, où on était même en avance. Donc ça s'est très très bien passé. Et pourtant, c'était pas nécessairement simple. Déjà parce qu'il y a eu l'histoire du lit où il a fallu corriger la chose. Et sinon, ce fameux premier shot qui était pour moi vachement important parce que visuellement, il a vraiment une vraie gueule et puis il présente et le lieu, le personnage, tout ça. Et en fait, c'est un plan en grue, à part qu'on n'avait pas de grue. Et c'est là où justement, il y a un peu le génie, on parlait de Cyril. En fait, avec les mécanos, ils ont plus ou moins fabriqué une grue
à partir des tiges de trucs pour tenir les projecteurs. Et en fait, ils ont fait avec tout un système de... Ils ont installé la caméra sur Ronin en haut de ces espèces de tiges et avec un système plus ou moins de contrepoids pour... Enfin, le truc complètement, quelque part, à l'arrache. Je repense à notre comédien américain, là, que tu disais qu'il était ouais. en colère. Là, il a dû halluciner. Là. Mais il n'était pas là ce jour-là. Il n'est pas dans la scène. Je croyais qu'il gravitait sur le tournage, mais oui, en effet. Non. Quand il était là quasiment tout le temps. Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le tournage a eu lieu en 6 semaines. Pendant 4 semaines, c'est toutes les scènes dans la réalité. Et pendant 2 semaines, c'est toutes les scènes dans le virtuel. Donc lui, il est parti à la fin de ces scènes. Donc toutes les scènes du virtuel, il n'était pas là. Ouais. Il était déjà rentré. Oui, bien sûr. Au chaud, tranquille. Exactement. Enfin, au chaud, au froid, puisqu'il est canadien, mais ouais. Oui. Mais donc ça a été assez marrant. C'est que là, on a un très très beau plan grue, sans grue. Production value. Exactement, production value. À la fois, encore une fois. Vis-à-vis de la post-production, tu t'étais dit que le montage commencerait pendant le tournage, ou est-ce que tu t'es dit non, une fois qu'on attaquera véritablement tout ce qui est montage à la fin Non, le monteur récupérait les trucs un peu, oui. Voilà. À partir de la moitié du tournage, on a commencé à... Voilà, il commençait à faire un dérochage, voilà. Oui, voilà. Mais c'était pas encore un montage, c'était que du dérochage. Oui, de sorte à être prêt quasiment à la fin du tournage. Le lendemain du tournage, on était en salle de montage. Pas de break. Non, ça s'enchaîne. Ce qui est pas plus mal, parce que je pense qu'après un tournage comme ça, tu as le risque d'avoir le contre-coup et c'est un truc à tomber malade. Et là, vu qu'en fait, je suis resté dans l'énergie. Dans l'énergie, en fait, je suis pas tombé malade. Ouais. Donc ça m'a arrangé. En définitive, c'était quoi le plus dur sur ce tournage-là ? Je me souviens de cet endroit, donc au niveau du son, on avait fait un repérage donc c'était dans un fort. C'est là où on a tourné les scènes médiévales, beaucoup des scènes médiévales, et donc en banlieue parisienne. Et on y va, puis on y va avec je sais plus si l'ingé son était avec nous ou pas, mais il y avait au moins l'assistant et on a fait attention à bien vérifier au niveau du son. Bon voilà, est-ce qu'il y a des avions qui passent ? Oui, mais ça va, ils sont quand même assez hauts parce qu'on n'était pas ultra loin on était vers l'est ou le nord, donc Roissy n'était pas nécessairement ultra loin. Et on se dit, non, mais ça va, là, les avions, ils sont hauts, on les entend, mais pas tant que ça, c'est quand même assez léger. Puis c'est tous les 3-4 minutes. Bon, ça va être gérable, c'est gérable. Le jour du tournage, on arrive sur place. Et un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est que le sens du vent, il change. Et selon le sens du vent, le trajet des avions n'est pas le même. Ah ouais. Et là, les avions, on en avait toutes les 50 secondes. Et limite, si on ne pouvait pas voir les gens à travers les hublots, quoi. C'était super bas. Et là, ça a été... impossible à prévoir. Oh putain, mais ouais. Et ça a été chaud. Et en fait, sur le tournage, enfin voilà, c'est... je pense que tous ceux qui ont bossé sur le film pourront dire que je suis quelqu'un d'assez zen, je gueule pas. Je gueule pas sur les gens, je gueule pas, voilà. Là, cette journée-là, j'ai été furax. Pas contre les gens, mais what the fuck, c'était casse-couille, et ça nous a quand même bien compliqué la journée. C'était pas une journée facile à cause de ça, parce que on reprenait, aucune prise fonctionnait, parce que l'avion qui passait à fond. Ça, c'était chiant. Combien de temps, alors, du coup, tu as passé sur la post-production ? Le montage a pris pas mal de temps. Je crois qu'on a à peu près 2 mois. Et ce qui est plutôt long. Ouais. Il y a eu des trucs sur lesquels on a hésité et sur lesquels on est revenu un peu par la suite. Donc ouais, le montage a pris un peu de temps. La partie son, ça a été du bonheur. Puis dans des conditions. En fait, ça s'est fait dans les studios de la Warner. Ah oui. Le type qui gérait ça, c'est un mec qui a été nominé 5 fois aux Emmy Daytime et qui les a gagnés 1 fois. Et la salle qu'on utilisait, pour donner une idée, lorsqu'on l'a rendue, ceux qui la récupéraient pour leur film, c'était Suicide Squad. Autant dire qu'on avait les meilleurs en termes de compétences, on avait le matos, on avait tout. Ça a été du bonheur. Ça a été assez rapide d'ailleurs. Et voilà, il y avait le petit kiff personnel. Tous les matins, je prenais ma bagnole, j'entrais dans les studios de la Warner, je me garais
sous le château d'eau Warner parce que c'est le symbole. Et voilà. Et j'allais donc là, voilà, j'ai vraiment kiffé la partie son. C'était cool. Puis bon, la partie composition, par définition, je me suis fait plaisir. Et j'ai composé une BO qui me plaît bien, quoi. Surtout que c'est une triple BO quelque part, parce qu'il y a trois identités. Il y a l'identité dans le monde réel, il y a l'identité dans le monde médiéval fantastique et l'identité dans le monde post-apo. Voilà, donc j'ai vraiment pu me faire plaisir au niveau de la musique. Je pense que c'est une chouette BO. Tu avais composé un peu de la musique avant déjà ? En fait, alors il y a deux choses. C'est que il y a certaines musiques qui étaient des musiques préexistantes que j'avais déjà composées pour autre chose et que j'ai voulu intégrer. Par exemple, il y a la musique, alors je ne sais pas comment la décrire sans spoiler pour ceux qui écoutent, mais vers la fin, la dernière scène où on voit Camille. Voilà, cette musique-là, ça c'est une musique en fait que j'avais composée pour des trailers, qui avait été utilisée pour l'un des trailers de Prometheus et qui a été utilisée par la suite sur une pub anglaise. Qui est une musique, enfin voilà, je pense que c'est l'une des meilleures musiques que j'ai jamais composées, et j'avais vraiment envie de l'utiliser pour cette scène-là. Voilà, il y a quelques pareils. 1 ou 2 ans plus tôt, j'avais postulé en fait, participé à une espèce de compétition pour faire la musique d'Assassin's Creed Unity en France. Et donc j'avais composé des musiques qui pour moi étaient très bonnes. Bon, j'ai pas été pris. Mais pour moi, les musiques étaient très bonnes. Et en fait, j'ai réutilisé plusieurs de ces musiques-là dans le film parce que ça s'y prêtait super bien. C'était censé être un mix entre un côté parisien et un côté futuriste. Et Virtual Revolution se passe à Néo-Paris. Donc ça, en fait, ça collait très bien. Donc il y a 3 ou 4 musiques. Je dirais 4 musiques qui doivent provenir justement de ce que j'avais fait à l'époque pour Assassin's Creed. Et sinon, il y a une musique que j'ai composée avant. Et ça, c'est ce que j'ai tendance à faire tout le temps. Ma scène finale. La scène qui termine le film, pour moi, je veux la musique à l'avance parce que je veux vraiment maîtriser comment je termine mon film. De ce côté-là, j'ai été extrêmement marqué par des réalisateurs comme Michael Mann, qui font des fins de films, que ce soit le dernier des Mohicans. Moi, voilà, je ne sais pas combien de fois j'ai regardé la fin de ce film, et ou la fin de Hit. La fin de Hit est vachement intéressant avec cette espèce de musique qui monte et qui pète au moment où le générique arrive. Et j'ai repris un peu cette idée-là de musique qui, en fait, arrive à son moment clé au moment du début du générique. Donc, ouais, j'avais déjà fait ça sur Cassandra et j'ai refait ça sur Virtual Revolution. La scène finale, je la compose avant de tourner le film. Okay. Et par contre, le reste, j'ai composé tout après de manière très classique. Voilà, et puis après, il y a eu les effets spéciaux. Et les effets spéciaux ont été un peu compliqués. Mais bon, en même temps, voilà, sur un budget qui était très serré. Donc, c'était ça qui était... réussir à tenir ça dans un temps donné. Et voilà, je trouve que le résultat... Et le temps donné, c'était combien de temps ? En fait, ils ont commencé à vraiment bosser dessus début février. Et ils ont terminé fin avril. Donc, c'était 3 mois. D'accord. 3 mois vu le nombre de VFX et tout, c'est... Ouais, c'est honnête. Ouais, Mais d'ailleurs, tu disais que avant le début du tournage, tu n'avais pas encore cet argent-là pour la post-prod. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu un petit temps d'arrêt après le tournage? On a réussi à tenir et j'ai trouvé les fonds dans les temps. Ouais. Donc non, il n'y a pas eu de retard à ce niveau-là. D'accord. Ça, c'était cool. Ça a l'air simple quand tu le dis comme ça. J'ai trouvé les fonds. Non, c'est tout simple. Et puis c'est pas la partie où je suis. Enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour le coup, j'ai produit plusieurs trucs. J'ai produit 2 courts et un long métrage, mais je suis pas un producteur dans l'âme. Je suis un producteur par nécessité parce que j'ai envie que mes projets se fassent. Mais là, pour l'instant, je suis sur plusieurs projets où je suis pas producteur et ça me va très bien. C'est bon, à part que ça traîne. Donc, peut-être qu'un jour, je finirai par à nouveau remettre le pied à l'étrier en tant que producteur. Mais si c'est le cas, ça sera par nécessité, pas par vocation. D'accord. T'as eu des mauvaises surprises au moment où tu étais en montage ou au moment où tu attaquais les effets spéciaux? Sur Cassandra, oui. Ça, je me souviens encore du trauma. Parce qu'en fait, il nous manquait un plan. Et là, tu te dis, mais la scène tient pas, il nous manque un putain de plan. Donc sur Cassandra, ça, je me souviens encore. C'était consternation complète. On se dit, ça marche pas. En fait, la scène du fac, il y a un truc qui manquait. On ne pouvait pas faire la scène dans son ensemble.
Finalement, on a réussi à gruger comme des porcs, mais ça a marché. Mais voilà, ça, il y a eu une grosse peur là-dessus. Sur Virtual, on était beaucoup plus protégés sur Virtual, justement grâce au système de double caméra. Il n'y a pas eu des effets spéciaux qui t'auraient peut-être déçu un peu sur le moment où on te les a présentés? Si, mais après, on en revient toujours à la même question. En fait, c'est ça qui est très curieux, c'est qu'en fait, en tant que réal, ton boulot, c'est de filtrer. Alors, c'est d'abord de communiquer une vision, mais après, c'est de filtrer. C'est-à-dire qu'un truc que j'ai découvert, c'est que, alors que tu bosses avec des gens extrêmement talentueux, ils vont te faire des propositions qui, souvent, sont tellement géniales qu'elles vont au-delà de ce que tu espérais, et par moments, ils te font des propositions de merde. C'est curieux. On pourrait se dire, non, si je suis bon tout le temps, ou si je suis mauvais tout le temps. C'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, justement, pourquoi est-ce qu'un réal, c'est super important? C'est que c'est le mec qui va filtrer, qui dit ça, c'est une idée qu'on garde, et ça, c'est une idée qu'on garde pas. Donc, par exemple, si on prend sur les VFX, il y a plein d'exemples, mais où ils ont fait même plus que ce que j'espérais. Le gunfight, je parlais de l'explosion tout à l'heure, c'est génial d'avoir ajouté ça rajoute tellement à cette scène. Cette scène commence par ça lui donne beaucoup plus de dynamique, voilà, et donc il y a eu plein d'idées comme ça qu'ils ont eu, et il y a un moment, donc lorsqu'on est dans la mairie du 18e, il y a toute une série de bonshommes qui se font tuer, et donc ils sont sur le sol, et à un moment ils ont fait le sang qui coulait. On avait l'impression d'une espèce de magma de ketchup, ça faisait pas du tout sang. Je dis, mais comment est-ce que des gens qui sont capables d'aller dans le détail, parce que dans le gunfight, il y a plein de détails où on ne fait pas gaffe. Donc il y a les explosions, les flammes qui restent après, les impacts de balles sur les murs, les colonnes qui commencent à s'effriter quand les balles... Il y a plein de détails comme ça. Donc les mecs sont super bons. Et sur les flaques de sang, ils ont merdé. Et en fait, c'est normal. Et c'est pour ça que justement il y a un réal qui doit justement remettre en disant ça marche, ça marche pas. Et ce que je fais en ce moment là en tant que creative director sur l'animation, c'est ce boulot là. C'est un boulot de dire ce qui fonctionne pas. Donc en face il y a toujours des gens qui proposent des choses et dans l'idée de bien faire. Il n'y a pas du tout l'idée j'en ai rien à foutre, je fais de la merde. Non, il y a l'idée de bien faire. Mais parfois ils se plantent. Et c'est à nous justement de corriger. Et c'est perturbant ça, parce qu'effectivement au départ on part de cette idée que soit quelqu'un est mauvais et fait que de la merde, soit il est bon et fait que du bon. C'est pas comme ça que ça marche. C'est marrant. Ouais. Parce que du coup, une fois que tout est terminé, est-ce que tu fais des projections de tests? On a fait quelques petites projections de tests, ouais. Surtout sur le montage, c'est pour ça qu'on est revenu sur le montage. C'est que on s'est aperçu qu'on n'était pas assez cut. Donc on a viré quelques scènes en fait, qui étaient là avant, qu'on trouve sur le DVD par exemple, les scènes virées. Ces scènes-là étaient dans la première version du film. Donc le film était plus long avant, il devait faire 1h50 à peu près, et là on est à 1h35. D'accord. Donc il y a quand même 15 minutes de scènes qu'on virait. Le distributeur t'a rien demandé? Alors je sais plus à quel moment tu l'as trouvé, mais distributeur français ou le? Ouais. Parce qu'en fait le système c'est que tu as un sales agent qui vend à l'ensemble du monde, oui. Et après par territoire tu as un distributeur. Alors ça je savais pas. Voilà, donc en fait t'as pas un distributeur pour le monde, tu as un sales agent, mais c'est un intermédiaire. Et après chaque pays va avoir un distributeur. Parfois tu as un distributeur pour 2 pays ou 3 pays. Ça arrive en France que ça soit France, Belgique et Suisse. Par exemple. Là, justement, ton sales agent te fait un retour sur le film, là, justement, quand tu... Ah oui, bien sûr. Surtout qu'il était très impliqué, puisque il allait là, sur les VFX, etc. Donc, quelque part, d'ailleurs, je crois même qu'il est crédité comme producteur, executive producer, parce que pour le coup, il s'est impliqué dans la post-prod. Donc il n'était pas du tout présent sur la partie tournage même, etc. Mais sur la post-prod, il a quand même donné un bon coup de main. Surtout si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est lui qui m'a trouvé le mec du son. Le fameux Amy Time, etc. Donc voilà, il était vraiment impliqué. Donc pour le coup, oui, bien sûr, il faisait des retours, on a eu pas mal d'échanges, etc. Ouais. Tu peux m'en dire, ton sales agent, sur quel territoire il a distribué le projet? Alors en fait, moi j'ai gardé, donc lui il a pris le monde, mais je me suis gardé la France et les États-Unis, puisque j'étais installé dans les 2 pays, donc je voulais gérer en direct. Et en France, en fait, ça a été assez désastreux au moment de la sortie salle, parce que aucun distributeur n'en voulait.
Ça a été assez frustrant parce que, donc en fait, lorsqu'on a vu qu'il n'y avait pas de distributeur, on s'est dit, on va quand même le distribuer. Donc le producteur exécutif français a changé ses statuts pour pouvoir être distributeur. Et on a fait la distribution nous-mêmes en salle. Donc c'est-à-dire qu'on a contacté nous-mêmes les salles à gauche, à droite. Et ça a été assez éprouvant parce qu'on a eu assez peu de salles à l'arrivée. Tu te rappelles combien ? En fait, on avait, je ne sais plus exactement combien de salles, mais on avait 3 copies. Donc, tu vois, c'est très faible. Ah ouais. Et sur 3 copies, on a fait 10 000 entrées. Donc le ratio entrée par copie est gigantesque. À Paris, on était par exemple au Lucernaire, on était au Publicis, on était au Studio Galande. Le Lucernaire, la première semaine, tous les soirs, c'était complet. Et tous les soirs, ils refusaient du monde. Sur Allociné, il y a une page, les films les plus attendus. On était entre Marvel et DC Comics. Donc il y avait eu vraiment un buzz qui s'était fait sur le film, à part que les distributeurs n'étaient pas au courant, que les exploitants n'étaient pas au courant. Et donc par exemple, j'ai essayé de contacter UGC plusieurs fois, je leur laissais des messages, aucune réponse. Finalement, une semaine avant la sortie, j'arrive enfin à voir le responsable, et je lui explique, je lui dis, mais allez sur Allociné, voyez, on est... Et là, le mec commence à me gueuler dessus, parce que je ne l'ai pas prévenu plus tôt. Mec. Et je dis c'est pas grave, c'est la semaine prochaine. Il dit non, pour la semaine prochaine c'est trop tard pour nous. Je dis c'est pas grave, à la rigueur vous pouvez reprendre le film à partir de la 2e semaine, comme ça vous voyez même les résultats de la première semaine, c'est encore moins de risque pour vous, vous voyez si le film plaît. Et là je sais pas si c'est de l'ego ou n'importe quoi, ah non, nous si on n'est pas là la première semaine on fait pas du tout. Donc en gros, même s'il y a de l'argent à se faire, on le fait pas. Voilà. Donc ça a été très 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 compliqué. On voyait vraiment qu'on avait tout le système, l'industrie qui était contre nous. Donc on a eu quelques salles qui nous ont suivis. Donc les salles que j'ai citées, il y a eu la seule chaîne qui nous a suivis, c'était Méga CGR. Donc qui ont été cool, qui nous ont foutus dans plusieurs endroits. Et voilà. Et donc le film, il est resté à Paris plus de 2 mois. Parce que ça se remplissait. Ça se remplissait, mais on avait très très peu de salles. Donc ça a été assez frustrant. Et finalement, on a sorti le DVD nous-mêmes aussi. Et finalement, 1 ou 2 ans plus tard, il y a un distributeur qui s'est montré intéressé et qui a repris toute la partie DVD, télé, etc. D'accord. Et donc aujourd'hui, le film il est sur Amazon Prime, il passe régulièrement sur Sci-Fi et il est dispo en DVD et Blu-ray. Le film, il est rentré dans ses frais aujourd'hui ? Non. Alors, il y a plein de gens qui se sont fait de l'argent avec ce film, mais pas moi. Donc, voilà, ça a été Au global, le coût du film, c'est combien ? Un petit million. Ok. Donc, le Sales Agent s'est fait de l'argent avec. Il y a plein de distributeurs qui se sont fait de l'argent avec. Toi, tu seras en dernier, quoi. En fait, je me suis jamais senti aussi proche des producteurs laitiers. C'est toute la chaîne s'enrichit, mais il y en a un qui paye pour tout le monde, quoi. C'est un peu ça. Donc c'est compliqué, de produire en indépendant, c'est très très compliqué. Oui, c'est ça le problème d'être à la fois aussi producteur de réalisateur. Ouais. On a joué de malchance sur certains trucs au niveau de la distribution, parce que par exemple, sur les États-Unis, on était passé par un agrégateur. Alors un agrégateur, c'est quoi ? C'est un intermédiaire entre toi et les plateformes de streaming. D'accord. Quand tu es producteur. Et donc, on est passé par l'un des plus gros agrégateurs. Enfin, pour donner une idée, c'est que à cette époque-là, si tu faisais un deal avec Netflix en direct, ils te disaient très bien, on part ensemble, mais il faut passer par cet agrégateur. Donc, c'est pour dire à quel point le truc était installé. On passe par cet agrégateur. Bon, on n'était pas avec Netflix, mais on passe par cet agrégateur. Et en fait, les mecs ont fait une fraude en détournant en fait, théoriquement, ils étaient censés recevoir les royalties, les recettes, et les reverser aux producteurs. Et il y avait une commission pour eux, et c'est cette commission qui était censée les nourrir. Et en fait, ils détournaient l'intégralité et ils jouaient sur le temps entre le moment où ils recevaient et le moment. En fait, c'était de la cavalerie, quoi. Ouais. Et à un moment, ils ont fait faillite en pyramide de Ponzi, non ? Mais on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de la pyramide de Ponzi. Et alors, c'est pas tout à fait la pyramide de Ponzi, mais en fait, c'est une arnaque similaire. C'est plus ce qu'on appellerait de la cavalerie, en fait. Tu sais, quand tu empruntes de l'argent que tu n'as pas ou tu l'empruntes à 2 endroits différents. Enfin, tu vois, c'est plus ce genre de logique-là. Et donc, à l'arrivée, ils sont partis. Puis nous, ils sont partis avec 100 000 boules à nous, quand même. Putain. Voilà. Sans compter que une fois qu'ils sont partis, il a fallu redémarrer à zéro. Donc je me suis dit, merde, on était sur Amazon et ça marchait très bien sur Amazon. En gros, sur Amazon, ça rapportait 10 000 par mois. Donc c'est bien, ça arrive là, ça va bien. Et donc, ils sont partis avec 100 000 boules.
Et moi, je me retrouvais à nouveau à zéro. Je me suis dit, si on relance sur Amazon, on va jamais... La sortie, elle est déjà faite. Et on va pas retrouver ce niveau-là. Je tente quand même le coup, puisque là, Amazon permettait de le faire en direct désormais. Donc, je l'ai fait en direct. On revient à 10 000. Je me dis, putain, génial. C'est-à-dire que les gens mataient vraiment le film. 4 mois plus tard, Amazon change complètement son système de rémunération. C'est divisé par 8. Parce qu'ils étaient plus gourmands, tu veux dire? Ou c'était quoi La logique qu'ils ont dit, mais il n'y a pas moyen de vérifier, donc on ne sait pas. C'est qu'en gros, on rémunère plus les gros, on rémunère moins les petits. C'est ça l'idée. Mais nous, on ne faisait pas partie des plus petits. Donc... Bon, voilà. De toute façon, tu n'as pas de mot à dire. C'est au pire, tu décides de te barrer, mais voilà, ça restait quand même intéressant pour nous de rester, de toucher. Bon, alors, c'était plus 10 000, c'était 1005, mais il fallait quand même les prendre. Ouais. Mais donc, et ça, voilà, c'était un manque de peau. C'est-à-dire que si on ne s'était pas fait entuber par les mecs qui sont partis en fraudant, en emportant plusieurs millions avec eux, parce que nous, ils nous ont pris 100 000, mais ils ont détourné des millions dans cette histoire. Et toute la presse à l'époque spécialisée en parlait aux États-Unis. Et ça a été l'une des grosses arnaques. Le pire, c'est que tous les mecs qui étaient à la tête de ça, ils continuent de bosser dans d'autres boîtes, etc. Ils n'ont pas été emmerdés, ils n'ont pas été poursuivis. Youpi. Donc ça, s'il n'y avait pas eu ça et si Amazon n'avait pas changé ses tarifs, moi, je me serais déjà totalement remboursé. Ah oui. C'est con. Donc parfois, ça tient pas. Tu fais les frais des premières fois. Après, en fait, un film, théoriquement, tu le fais pas, mais le problème, c'est qu'au départ, tu n'as pas la possibilité de faire ça. C'est-à-dire que si je dois reproduire un jour, ce qui à court terme n'est pas l'idée, mais si je dois reproduire un jour, tu ne lances pas le bousin avant de l'avoir déjà prévendu quelque part. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins une bonne partie de ton budget où tu as vendu, par exemple, tu prévends à un distributeur pour l'Amérique. Et là, par exemple, il y a un projet que je suis censé réaliser, mais bon, ça fait depuis un an que ça traîne, donc je suis moins optimiste. Mais en fait, le film est déjà quasiment complètement financé parce que le producteur a un acheteur pour l'Amérique du Nord. Et donc, rien que l'Amérique du Nord, ça nous finance à peu près 80% du budget. Bon, tu fais ça, c'est-à-dire que tu sais que quand tu fais ton film, tu as déjà rentabilisé 80% de ton film. Donc tu te débrouilles pour trouver les 20% ailleurs, et en vendant à d'autres pays, tu viens bien les choper les 20%. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et aujourd'hui, il y a 2 manières de faire ça, soit la manière traditionnelle en prévendant des distributeurs, soit en prévendant une plateforme. Voilà. Et donc si je devais reproduire un jour, je produirais en essayant d'avoir un deal de cette nature-là. Quitte à avancer l'argent moi-même si je peux le trouver, ce qui peut être une manière de faciliter le deal, mais je ne referai pas un film complet, sauf si vraiment j'ai accès à un cast très élevé, je ne prendrai pas le risque de faire un film sans avoir aucune des recettes déjà pré-garanties à l'avance. Mais bon, quand tu fais un premier film, tu n'as pas le choix. Est-ce que la langue anglaise, pour toi, est l'ingrédient indispensable pour faire de la SF, nécessairement? Je dirais que dans l'absolu, non. Dans les faits, oui. Dans l'absolu, rien n'empêche de tourner un film en SF en français, etc. Le problème, c'est que en France, toute l'industrie va plus ou moins s'y opposer. C'est-à-dire que le CNC, on va être pourri, on va pas réussir à avoir leurs aides, on va rien avoir au niveau du CNC. C'est les distributeurs. Même aujourd'hui, depuis qu'ils ont quand même lancé leur CNC de genre, on va dire, l'aide pour le genre, mais même si. Moi, je vois pas encore. Déjà, il y a qu'à voir ce qui sort. C'est que j'ai pas vu une grosse transformation. C'est quoi les derniers films de SF en France? Là, je pense à un film d'animation qui s'appelle Mars Express. Alors, c'est de l'animation. Animation, c'est différent. Animation, tu peux. C'est différent. Mais en live. Mais en live. C'est quoi les derniers? Je sais plus. Voilà. C'est ça. Voilà. Ah non, mais je pense qu'il y en a. Donc, non, moi, je n'ai pas encore vu de changement. Alors, j'espère qu'ils sont en cours. Il y a quand même un changement, j'ai l'impression. Depuis quelques années, on commence à avoir un peu du fantastique catastrophe.
Donc avec la nuée ou des choses comme ça. Alors j'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut, mais au moins il y a des films comme ça qui sortent. Donc il y a une petite amélioration à ce niveau-là. Mais là, enfin typiquement, enfin c'est le problème, c'est qu'en France, alors ça va être un peu polémique comme truc, mais c'est un simple constat, c'est qu'en France, on n'a quasiment pas de films de cinéma. On a des téléfilms qui passent en salle. Je m'explique. C'est-à-dire qu'un film de cinéma, c'est quoi ? C'est un producteur qui se dit, je veux faire tel film, je vais le sortir en salle, et puis je vais me rembourser avec ce que ça va vendre, avec les entrées en salle, etc. En France, c'est pas ce qui se fait. En France, on fait un film, en fonction des desiderata d'une chaîne de télé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un film, il n'y a pas un film qui se greenlight en France s'il n'y a pas une chaîne de télé qui préachète. Donc ça veut dire que c'est pas le producteur qui choisit sa ligne éditoriale, c'est la chaîne de télé. Les chaînes de télé françaises ne veulent pas de SF. Et là, typiquement, il y a des producteurs français avec qui je suis en discussion, puis j'essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et moi, j'essaie de proposer des idées, des scripts, des choses comme ça. Et ils me disent, ouais, mais alors les chaînes françaises, c'est ultra restrictif. Faut pas de fantastique. Faut pas de science-fiction. Faut pas d'historique. Faut que ce soit que du contemporain, réaliste. Ça limite quand tu veux faire du genre. Alors, pas d'historique, ça paraît étrange quand même. Les chaînes veulent pas d'historique. Alors, c'est sauf. Alors après, si tu t'appelles Gaumont ou si tu t'appelles Pathé ou si tu vois, là tu peux faire des choses. Ouais. Mais si tu arrives, tu vois, pour des choses un peu plus, sur des budgets plus modérés, là c'est niette. Ouais. Donc moi, j'ai essayé de proposer plusieurs choses qui entraient un peu là-dedans. J'ai essayé de proposer justement du fantastique, Deuxième Guerre mondiale. Ah non, historique, c'est non. Ah bon. J'ai essayé de proposer même du fantastique contemporain. Ah mais non, il y a du fantastique, donc non. Voilà, donc c'est chaud. En gros, les seuls trucs qui les intéressent, c'est soit du drame, soit de la comédie, soit un serial killer. On t'a pas proposé d'hybrider un peu le film de genre avec un film d'auteur ? Non, mais alors il y a eu des tentatives comme ça. Visiblement, La Nuée, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et je connais les scénaristes qui sont des bons potes. Et j'ai l'impression que le problème de ce film-là, donc qui a été encensé par la critique, mais qui n'a pas du tout marché commercialement, c'est que justement, il était trop le cul entre deux chaises. Un peu le même problème que j'avais eu moi avec mon premier court-métrage, c'est-à-dire que ceux qui voulaient de l'horreur, ils se faisaient chier avec toute la partie drame sur des agriculteurs dont ils se foutaient. Et ceux qui voulaient un drame, toute la partie horreur, ça les rebutait complètement. Donc personne n'y a eu pour son compte. Donc je pense qu'il faut faire attention. Il y a des exemples qui sont réussis, mais par exemple, on peut citer, et c'est généralement ce qui est cité, ce que tout le monde en bouge dans les boîtes de prod, etc., c'est Blumhouse, ce qu'ils ont fait avec Get Out, par exemple. Mais Get Out, c'est un film, c'est un thriller horrifique complet. Il y a des petites idées un peu sociétales, sociales sur le racisme dedans, mais de A jusqu'à Z, ça répond aux critères du film horrifique. Or, en France, les tentatives qui ont été faites, c'est non, on va faire 50% l'un, 50% l'autre. Ça, pour moi, ça marche pas. Donc, faut mélanger les genres, oui, mais en respectant les genres qu'on mélange. On peut pas faire qu'un petit bout de l'un ou qu'un petit bout de l'autre. Voilà, tu parlais de chaînes de télé, tu vois, qui n'étaient pas forcément très cool là-dessus. Ouais. Je crois que normalement, tu as mis en musique on peut dire un téléfilm pour OCS. C'est un film streaming. OCS développe aussi pas mal de choses. Ouais. Donc, Non, OCS fait ça. Alors, ils foutent pas beaucoup de budget, mais au moins, ils ont une ligne éditoriale qui, pour le coup, est un peu couillue. Ils ont tenté de la SF, ils ont tenté pas mal de trucs comme ça. Donc ça, effectivement, il y a des tentatives là-dessus. Là, le film s'appelle Pilote et c'est un thriller. Et les thrillers sont autorisés. Oui, mais regarde, il est contemporain, il est réaliste. Donc ça rentre dans les cases. C'est un très bon film. Ça a été réalisé par Paul Doucet, qui a fait vraiment un très très. D'ailleurs, produit par Eric et Thomas. Et c'est un très très chouette film. Je trouve qu'il a vraiment fait un bon boulot là-dessus. Mais pour le coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est contemporain, c'est réaliste. Donc ça va dans les cases actuelles. Moi, j'ai envie. Alors, je vais probablement me retrouver à faire un truc contemporain réaliste parce que j'ai quand même envie de retourner dans la caméra. Mais voilà, j'aurais envie de faire des choses un peu excitantes qui nous. Enfin, moi, personnellement, quand je vais dans une salle de cinéma, c'est pas pour voir mon quotidien. C'est pour voir autre chose, au contraire. Ouais. Donc, voilà. Mais bon, on verra. Ta dernière claque cinématographique?
Alors, ces derniers temps, j'ai beaucoup plus de claques en série qu'en film. En série, ça arrive régulièrement. En film, moins souvent. En film, je vais dire... allez, on va dire Blade Runner 2049 ou Once Upon a Time in Hollywood. Voilà. Je pense que ouais, c'est un peu les... Ou Tenet. Voilà, c'est ces films-là. Tenet, je sais que c'est un film bourré de défauts, mais je le kiffe. Mais je suis très, très, très admiratif de Nolan. Enfin, pour moi, Nolan est devenu ma référence numéro 1. Ce type a un talent de mise en scène tel qu'il arrive à faire accepter des conneries scénaristiques qu'en temps normal, on ne laisserait pas passer. Mais lui, il est tellement doué qu'il y arrive. Ouais. Alors ça se voit quand même beaucoup plus sur le dernier Batman qu'il avait fait, la Dark Knight Rises. Là. Ouais, celui-là, c'était pas son meilleur. Pas son meilleur. Mais bon, après, si tu compares aux 2 premiers Batman, tu peux dire c'est de la merde. Combien de gens aimeraient faire de la merde comme ça? Enfin, oui, bien sûr. Donc, oui, effectivement, il est moins bien. D'ailleurs, je l'ai jamais revu depuis ce film. C'est pas son meilleur, on est d'accord. Ouais. Mais voilà. Ça n'empêche pas de revoir certaines séquences. Ouais, bien sûr. Ça... je pense que il y en a. À l'occasion, je finirai bien par le revoir. Mais je regarde plus avec plaisir les 2 premiers, ça c'est évident. Ouais. Mais non, mais enfin, quand tu vois tous ces scénars, enfin Inception, tu te dis que pour moi son meilleur, le scénario ne tient pas la route 2 secondes. La motivation du personnage principal, c'est de pouvoir retrouver ses enfants qui sont aux États-Unis. Or, donc c'est pour ça qu'il ne se rend pas aux États-Unis parce qu'il est recherché là-bas pour le meurtre de sa femme qu'il n'a pas commis. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute l'histoire où blablabla pour... Qu'est-ce qui empêche le grand-père, le Michael Caine, de prendre les enfants et de les amener en France? Voilà, résolu, boum, fin de l'histoire. Bon, donc ça ne tient pas du tout. Et on s'en fout. Tenet, c'est encore pire. Tenet, si vous vous souvenez... Donc, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez complexe pour... c'est pas complexe, c'est mal expliqué. Pour moi, les dialogues sont pas bons. Alors que c'était très bien expliqué dans Inception, par exemple. Mais là où le truc tient pas du tout la route, c'est que donc il y a toute la première partie de l'histoire, et puis ils arrivent à ce moment-là où il y a la fille qui se ramasse une balle dans le bide alors qu'elle était inversée. Et donc on peut pas la remettre à l'endroit parce que ça va la tuer. Donc il faut la soigner où elle reste inversée. Donc c'est là où ils se retrouvent dans un container, etc. Ils se disent mais il va falloir retourner dans le sens normal. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de machine. Ah, mais si, on sait où il y a une machine, à l'aéroport, 2 semaines plus tôt. Et c'est pour ça qu'ils vont à l'aéroport, pour avoir accès à cette machine. Et donc là, il y a toute cette scène qui est géniale de combat, voilà. Hop, et ils repartent en sens normal, avec la fille, et tout. Et après, la suite de l'histoire, c'est plutôt où ils vont avoir l'opération militaire, qui est géniale, où en fait, il y a la moitié des soldats qui partent à 19h en sens normal, et l'autre partie qui partent à 20h en sens inverse. C'est génial, ça, comme concept. Mais alors, plusieurs questions. Première question, s'ils étaient en sens normal, comment ils ont fait pour revenir en arrière? Puisqu'ils n'ont pas de machine. Première question. Deuxième question, l'opération, elle est géniale, mais pour faire une opération où tu as la moitié des soldats en sque normal et la moitié en sens inverse, ça veut bien dire qu'ils en ont des machines. S'ils en ont des machines, pourquoi ils ont eu besoin d'aller à l'aéroport? Dès que tu grattes, il n'y a rien qui tient. Mais j'adore. Donc, c'est 3 ces films-là. Par contre, j'ai énormément de claques en série télé. Ça n'arrête pas. Vas-y. Entre des Westworld. Les deux. De Succession, peut-être. Je l'ai pas vu, Succession. Il y a eu Dark. Dark, en fait, c'est les gens de Gaumont qui m'avaient conseillé de le voir. Parce qu'en fait, j'avais été en égo pendant 1 an pour faire l'adaptation en série télé de Virtual Revolution. Et les négos ont duré pendant 1 an, puis finalement c'est tombé à l'eau. Et en fait, ce qui est dommage, parce que les interlocuteurs à Gaumont, et ça avait été une surprise, on parlait de science-fiction, je me suis dit, bon, ça va pas du tout, ils vont pas connaître du tout. Et non, il y avait une vraie culture science-fiction, j'ai été très agréablement surpris par ça. Mais bon, finalement, le truc s'est pas fait. Et donc, voilà, c'est elles, puisque c'était des femmes, qui m'avaient conseillé de voir Dark, et qui est une série, mais hallucinante. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. C'est probablement la meilleure histoire de voyage dans le temps, tout super confondu. C'est brillant. C'est allemand d'ailleurs, je crois. C'est allemand. Ouais. Et au début, le mec a fait une nouvelle série qui a été interrompue, je crois. 1899, ouais. C'est dommage. Je sais pas comment il aurait continué, mais il y avait des idées intéressantes. C'est pas aussi abouti que Dark,
mais ça mérite quand même. C'était quand même une série que j'ai pas arrêté de regarder. Quelle est la qualité indispensable pour faire le métier de réalisateur et a fortiori de compositeur, puisque tu occupes les deux fonctions? Oui, alors c'est deux choses différentes. Pour réalisateur, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que pour moi, un bon réalisateur, allez, on va dire que ça va être 3 choses. La première chose, c'est d'avoir une vision et de la communiquer. Moi, on m'a parlé de tournage où le réalisateur savait pas ce qu'il voulait faire. Ça, c'est catastrophique. Ton équipe, elle est paumée. Voilà. Donc, il faut avoir une vision, il faut savoir où on va. Quitte après à être adaptable en fonction des idées qu'on va te proposer. Mais il faut quand même que tu saches où tu vas et il faut que tu saches le communiquer. C'est la première qualité d'un réalisateur. La deuxième qualité d'un réalisateur, c'est cette capacité de filtre. C'est-à-dire qu'on va te filer des idées et il y a 2 erreurs à ne pas faire. Il y a l'erreur qui consiste à accepter des mauvaises idées et il y a l'erreur qui consiste à refuser les bonnes. Donc il y a vraiment cet équilibrage qui est pas simple et qui est au cœur même du boulot de réalisateur. Et troisième, alors on va dire que c'est aussi le boulot du prod, mais je trouve que un bon réal, il y participe aussi, c'est savoir monter son équipe. Parce que si tu es bien entouré, c'est là que le boulot est bien fait, quoi. Compositeur, je dirais que c'est un mix. En fait, c'est l'autre côté du miroir. C'est ce que je décrivais par rapport quelque part, un compositeur, c'est l'un de ses chefs de département. C'est-à-dire qu'un bon compositeur doit respecter le cône, l'axe qui est donné, mais dans ce cône-là, il doit proposer des trucs. Et typiquement, moi je trouve qu'en musique, l'un des défauts qu'on a actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de musiques qui sont très bien produites, mais je trouve que par rapport à une autre époque, pour moi la musique de film s'est appauvrie depuis 10 ans. Il y a quand même des très belles musiques à gauche à droite, mais il y a une époque, on avait une quantité de musique de film. Enfin, j'achetais plein d'albums. Maintenant, c'est rarissime que j'achète des musiques de films. J'achète plus des musiques de jeux vidéo ou de séries. Effectivement, séries, pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes. Par exemple, là, il y a une compositrice qui fait un putain de boulot pour Disney, celle qui a fait les musiques de Loki. Ah oui. Très, très, très chouette musique. Donc, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. En jeux vidéo, il y a des choses fabuleuses régulièrement. En film, ça s'est extrêmement appauvri. On a des musiques bien produites, ça sonne bien, mais ultra génériques. On les reconnaît pas, il n'y a pas de thème. C'est de moins en moins mélodique. Ouais. C'est souvent, ça bouge, ça fait l'effet. Mais voilà, donc pour moi, un bon compositeur, il ne doit pas fournir une musique générique. Il doit fournir une musique qui va devenir l'identité du film. Et donc, il ne doit pas se contenter de sortir le truc facile. Voilà. Ce qu'on évoquait vachement plus tôt lorsqu'on parlait des comédies. Aujourd'hui, il n'y a pas une musique de comédie qui ne soit pas générique. Si je vous mets les musiques j'en sais rien, moi, je sais pas, de trois comédies des 5 dernières années, personne sera capable de dire telle musique elle vient de tel truc, telle musique vient de... C'est les mêmes. C'est toujours les petits pizzicati, les petits trucs comme ça, la petite mandoline, etc. C'est très efficace, mais il n'y a pas de thème. Et lorsqu'on compare aux grandes comédies françaises années 70 et 80, là, il y avait des thèmes très, 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 très présents. Et ce problème-là sur les comédies, maintenant, je trouve, commence à se toucher sur d'autres. C'est... Même encore il y a 20 ans, il y avait des putains de thèmes. Quand on voit les Pirates des Caraïbes, lorsqu'on voit tout ça, c'est des thèmes ultra forts, ultra reconnaissables, Gladiator, tout ça. Aujourd'hui, il y a moins ça. Donc pour moi, un bon compositeur, il doit respecter le cône qui lui est donné. Et dans ce cône-là, il doit fournir une originalité qui va être idéalement, probablement souvent par la mélodie, éventuellement par le choix de certains sons, etc. Enfin, faire en sorte que sa musique ne ressemble pas au 18 d'à côté, quoi. Pour moi, c'est ça. Efficace. Simple. Bon, je pense que... Ça sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Guy Roger, merci beaucoup. C'était un plaisir, merci de m'avoir eu. Allez, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 19e numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Retrouvez tout un tas de liens dans la description. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.